It is the most unique key in the universe. The tones it generates can open a doorway to anywhere. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Masters of the Universe. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur Eternia. Aujourd'hui, on parle des Maîtres de l'Univers, sorti en 1987 et réalisé par Gary Goddard, avec Dolph Lundgren, Frank Langella, Meg Foster, John Cypher, Chelsea Field, Billy Barty, Courtney Cox, Robert Duncan McNeil, James Tolkien, Anthony DeLongis, Robert Towers, Tony Carroll et Pons Marr. Je suis Mathieu. Et pour que vous sachiez, si vous êtes ennemi de Skeletor, vous êtes ami du podcast. Alors, bienvenue au podcast dans cette nouvelle rétrospective de présentement 2 films. Il y a un film animé là, que je vais parler un peu tantôt, là, mais qui officiellement, mettons, en 2 films. En tout cas, 2 épisodes qu'on va faire pour le podcast qui va mener, dans le fond, là, à l'épisode de la semaine prochaine là, du nouveau film là, du Maître de l'Univers ou Masters of the Universe de 2026 que, en tout cas, on va en parler là, un peu plus tard dans l'épisode ou plutôt la semaine prochaine là, mais que j'ai pas vu grand chose là, mais que j'ai aucune idée si j'ai vraiment intérêt à vouloir le voir tout ça, mais ce que je trouve le fun pareil, c'est de rouvrir la boîte à jouets là, de 1900 des années 80. Revenir carrément dans mon enfance, puis revenir avec tout cet univers-là que j'avais, franchement, là, j'avais oublié pas mal tout ce qui s'est passé là-dedans. Puis, quand j'étais jeune, je pensais que ça venait là, les comics qui passaient à la télé là, de la Filmation, mais qui ont un autre début, dans le fond, là, que c'est carrément juste les jouets qu'on a mis à l'écran. Similaire à ce que Transformers était aussi, là, qu'on a juste comme créé un univers à partir de des jouets. Et puis G.I. Joe, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est ce qui était mon enfance à moi, mais tu sais, il y avait plein d'autres affaires aussi, là. Mais je dirais la trinité, là, vraiment, là, de comics ou qui est mon enfance, là, mettons, là. Avant l'arrivée des Tortues Ninja là, en 90, 89, je pense, ou 88, je sais plus trop, en tout cas, mais avant ça, ce qui était plus mon enfance, qui est G.I. Joe Transformers, on n'a pas encore parlé de G.I. Joe, éventuellement on va arriver à G.I. Joe, puis tu sais, dans le fond, c'est l'intérêt de G.I. Joe a comme continué aussi. Avec des films, des affaires de même, mais il y a eu quand même beaucoup là, de dérivés puis des choses qui ont pu revenir là, pour pouvoir garder un peu cet intérêt-là vivant, puis bien sûr Transformers que j'ai parlé au podcast, mais Maître de l'Univers, ça a pas mal tombé là, avec le film là, qu'on va parler aujourd'hui. Il y a eu quelques séries revival là, par la suite, là, mais j'étais passé à autre chose. Fait que en tout cas j'ai vraiment comme rembarqué là, dans tout cet univers là, beaucoup de travail que j'ai fait là, en arrière là, en guillemets la caméra pour arriver là, puis essayer de me replonger là, dans tout cet gros univers là
qui a été fabriqué là, à partir là, de jouets et de l'imaginaire là, de Mattel. On va revenir, là, je vais juste vous parler un peu là, de tout comment sa création là, d'arriver au film là, rapidement. On est en 1977 avec l'arrivée de Star Wars qu'on essayait de faire des jouets. Là. Ben, dans le fond, Star Wars avait envoyé là, Lucas avait envoyé là, des perches un peu à plusieurs compagnies là, de jouets. Dont Mattel, qu'eux autres faisaient là, Hot Wheels, faisaient Barbie, puis eux autres ont dit bof, on va passer à autre chose. Finalement, ben, c'est grosse gaffe. Star Wars s'en va à Kenner et ils produisent là, les petites figurines là, de 3 pouces et demi, je pense. Quelque chose de même. En tout cas, les petites figurines là, de jouets là, de l'époque. Puis ça vend comme des petits pains chauds, ça vend comme tout. Je veux dire, le marché est phénoménal là, sur le côté de Star Wars. Donc, eux autres, Mattel arrive, puis là, ben, eux autres, ils arrivent avec Barbie étant plus une propriété là, pour les filles et Hot Wheels qui est toutes des voitures miniaturisées, ça vend aussi fortement, mais rien pour concurrencer à Star Wars. Donc, Mattel commence à penser un peu à des propriétés là, pour essayer de concurrencer Star Wars, essayer d'embarquer aussi là, dans ce marché-là, voir qu'il y a un marché là, pour les jeunes garçons aussi là, de vouloir là, des jouets à eux autres et pas jouer avec juste Ken de Barbie. Fait que il commence à regarder là, des propriétés parce que là, les propriétés là, de films ont davantage là, d'intérêt. Il regarde Flash Gordon, ça marche pas bien. Il regarde Battlestar Galactica, ça marche pas bien. Fait que là, on a une propriété qui s'en vient, Conan le Barbare. Puis on se dit, bon, ben, tu sais, ça va distinguer quand même en masse de Star Wars, mais on peut regarder avec. On peut quand même en recréer là-dedans. Le problème, c'est que quand on arrive pour commencer à travailler là-dessus, on apprend que le film est quand même assez violent, puis il y a de la nudité, puis tout ça, puis on sait que le marché américain ne trippe pas sur la nudité, puis là, de toute façon, c'est pas nécessairement une propriété pour les enfants, mais c'est juste que je pense qu'à peu près à l'âge de 5 ans, j'avais vu Conan le Barbare, puis sa suite, puis en tout cas, la suite est d'autres choses, là, je n'ai parlé au podcast. Mais c'est ça, fait qu'on arrive avec une propriété qu'on se dit, bon, ben, on s'en va vers ça. C'est ce que les jeunes veulent. On a fait des études de marché, puis on en revient beaucoup avec le côté, là, je veux pas dire barbare, là, mais on en revient avec comme le côté là, on a aussi le phénomène là, des gros bras qui apparaît aussi là, dans les années 80. On a tranquillement là, des films, on a Conan le Barbare, mais c'est comme toute la culture alentour là, de ça. Les Rambo qui ont commencé à apparaître, Stallone, Schwarzenegger. Fait que c'est tout l'élément là, culturel là, des 80. Fait que puis bien sûr, Masters of the Universe en fait partie, puis peut-être en est une grosse partie de ça, mais on voit ça arriver. Fait que on s'inspire un peu de toutes les affaires alentours, que ça soit Star Wars, que ça soit Conan, puis dans le fond, on commence à fabriquer des jouets alentour de ça. Et finalement, c'est quand même assez c'est intéressant là, de voir comment l'arrivée là, jusqu'au film, là, mais c'est quasiment juste le début. Parce que là, on arrive, parce que là, on n'a pas encore créé là, la série là, avec Filmation. On arrive avec l'idée que de ceux-là qui voulaient vendre ça là, à Toys R Us, puis il y a une autre compagnie là, américaine de vendeurs de jouets. Là, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom exactement, mais sur place, dans le fond, en train de faire de la publicité là, pour dire des nouveaux jouets qu'on peut peut-être vendre.
Puis là, ben, le gars, là, je sais pas si c'est Toys R Us ou l'autre, là, en tout cas, peu importe, arrive, puis il dit, bon, ben, ouais, mais c'est le fun d'une nouvelle propriété, des beaux jouets, tout ça, mais personne connaît ces propriétés-là, comme Star Wars, tout le monde, tu sais, il y a des films en arrière, tout ça. Fait que le gars, le vendeur arrive, il dit, ben, tu sais, on ne te l'a pas dit, excuse-moi, là, j'ai oublié de mentionner qu'avec chaque jouet, ben, il va y avoir une petite bande dessinée qui va être incorporée là, dans les figurines. Fait que, tu sais, ils vont avoir un historique sur tous les personnages. Fait que, tu sais, quand t'achètes, ben, t'as des petits comics, tout ça. Parenthèse de même, je suis allé sur Kindle dans les dernières semaines, puis il y a un recueil de toutes ces histoires-là, puis j'en ai lu une très très grosse partie pour me rembarquer dans cet univers-là. C'est genre 600 pages, puis j'en ai lu, je pense, quelque chose comme 500 là, avant de finalement arriver là, à l'enregistrement aujourd'hui, là, juste pour rembarquer dans toute cette mentalité-là. Puis, fait qu'en tout cas, je reviens à l'histoire. Il arrive avec ça. Il dit, bon, ben c'est parfait, c'est beau, je vais peut-être t'en commander, tout ça. Fait que le vendeur s'en va aussi là, chez Toys R Us ou l'autre, là, peu importe. Puis là, ben, ils disent, OK, ben, c'est le fun que tu vas avoir des livres, tout ça. Le vendeur est tout bien content de ça. Mais il arrive, il se fait dire, ouais, mais c'est le fun que tu vas avoir des livres. Sauf que les enfants de 5 ans, tout ça, ils savent pas vraiment lire. Puis, tu sais, en tout cas, c'est le côté, là, ils veulent pas s'asseoir puis commencer à lire là-dessus. Tu sais, ils veulent le jouer tout court. Alors, le vendeur, il arrive, puis il dit, mais on te l'avait pas dit. On travaillait sur une série télé pour pouvoir apporter les jouets aussi, là, dans le fond, on y va sur deux fronts. Fait que, tu sais, on arrive avec la série là, de 1982-83, là, où finalement, ben, on a eu là, la série là, Filmation, qui ont publié quelque chose comme 130 épisodes en 2 saisons. Je veux dire, c'était plein feu. Ça a été, ça l'a aidé beaucoup là, pour la vente des jouets. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, c'est devenu un gros phénomène là, dans les débuts des années 80. Ça l'a vendu vraiment énormément. Le chiffre d'affaires de Mattel a énormément bondi. Là. J'ai pas les chiffres en face de moi, là. Mais c'est genre 30 millions en 84, puis c'est genre 100 millions en 85, 400 millions en 86, puis genre en 87, ben ça drop à 7 millions. Il y a genre 393 millions qui drop là-dedans. Mais ils se disent, bon, ben le marché était peut-être saturé ou pas. Là-dedans aussi, on avait eu la série de She-Ra, parce que quelque part, eux autres se sont rendus compte que le marché était juste sur le côté là, masculin, puis il y a 20% du monde qui écoutait ou qui avait des figurines là, de Masters of the Universe qui étaient aussi là, des fans, c'était des filles aussi, fait qu'ils se sont dit, bon, ben, on va essayer de réadapter un peu l'univers, puis essayer d'amener, là, c'est quand même 20%, fait que c'est quand même beaucoup, fait que on va essayer là, d'adapter pour les filles aussi, fait qu'on a la série She-Ra, puis c'est important pareil, parce que je sais pas où est-ce qu'on s'en va vraiment avec le nouveau film. J'ai vu une partie de la bande-annonce, c'est rare que je dis que j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai vu une partie pour essayer de comprendre si, mettons, j'embarquais ou j'embarquais pas là, pour le podcast. Là. Évidemment, j'ai embarqué, mais je sais pas, tu sais, avec l'univers d'aujourd'hui, est-ce que éventuellement on va incorporer She-Ra là-dedans? C'est comme le spin-off de He-Man and the Masters of the Universe. Puis il faut remarquer aussi que ça s'appelle Masters of the Universe. Comme le film aujourd'hui, c'est pas He-Man and the Masters of the Universe au départ, c'est ça, on voulait appeler ça là, Lords of Power, puis on trouvait ça trop religieux, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que c'est important quelque part parce que ça laisse la porte ouverte à ce que, tu sais, on va pouvoir mettre ça Masters of the Universe 2 puis tout ça, mais incorporer là, l'univers de She-Ra, puis je suis même pas sûr qu'on va pas tout incorporer là, dans le nouveau film aussi. Tu sais, je me suis gardé le plus sans spoiler de la bande-annonce. Je sais qu'il va y avoir le personnage de He-Man ou Musclor en français, mais c'est ça, tu sais, fait que on arrive finalement là, à un moment où ce que le déclin là, de ce personnage-là est arrivé là, en 1987. Mais
c'est ça, c'est dû à quoi exactement? Ce que je pouvais comprendre, c'est beaucoup aussi parce que les jouets, on essaie de pousser des nouveaux jouets. Pareil comme Transformers, que j'ai parlé là, au début du podcast, je pense en 2018, là, que les jouets, on essaie de pousser toujours la nouvelle vague de jouets, mais on oublie la première vague de jouets où ce que les gens veulent... ils voulaient des Optimus Prime, ils voulaient des Megatron. Puis je me rappelle dans ces temps-là que je voulais avoir ces jouets-là, puis ils n'existaient plus. C'est comme de passer à côté, là, t'es rendu avec... Optimus blanc, là, juste son nom, là, c'est Ultra Magnus. C'est comme, oui, il est cool, là, mais je veux dire, tu veux avoir Optimus Prime, puis finalement, éventuellement, ils ont refait des Optimus Prime, mais qui n'était pas aussi cool que la version originale, puis Megatron était absolument introuvable, là. Puis c'est la même affaire qui est arrivée pour le Masters of the Universe, que le He-Man n'est plus là, puis on essaie de pousser des nouveaux jouets, puis finalement, on fait là, des surproduction de nouveaux jouets, puis finalement ils se ramassent là, dans des bins à 5$, puis finalement la compagnie a commencé à chuter, puis des affaires de même, puis ils ont eu bien des gros problèmes. Mais c'est ça, on a commencé à embarquer, là, à se dire, bon, mais c'est pas trop grave, parce que là, on va avoir un nouveau boost avec un film là, live action. Après, dans le fond, les films là, de Transformers, puis de G.I. Joe qui avaient été animés avec c'est comme des réceptions là, plus ou moins rassurantes à quelque part, les films. Mais c'était des films événements. Puis, c'est ça, le film, c'est ça. Au lieu de choisir de faire un film événement en animé, ben, on va faire le jump à faire là, un film là, en live action. Il y a un film qui existe avant, que j'avais jamais vu, dans le fond, mais dans le fond, c'est un recueil des 5 premiers épisodes de She-Ra. J'ai écouté une bonne partie, je ne l'ai pas écouté au complet, là, mais ça m'a aidé un peu à embarquer là, dans tout un peu cet univers-là. C'est genre 1h30, là, j'en ai écouté 1 heure, là, mais c'est ça, à quelque part, j'ai pas assez d'intérêt là-dessus pour. C'est pas que j'ai pas assez d'intérêt, mais je voulais juste embarquer dans l'histoire, mais je voulais pas vraiment le couvrir au podcast. Parce qu'en même temps, c'est juste 5 épisodes qui c'est un backdoor pilot qu'on peut appeler. Ça prend genre 50 minutes pour que She-Ra apparaisse dans l'histoire. Fait que je me dis, c'est quoi? C'est genre l'épisode 3 ou quelque chose de même là, que le personnage principal de la série va embarquer. Là, en tout cas. Fait que c'est ça pour arriver dans le fond, pour vous expliquer un peu, vous rembarquer là, dans cet univers-là il y a pas loin là, de 45 ans ou 50 ans, dans le fond, là, quand on va regarder ça, là, éventuellement, 45 ans. Mais c'est ça. Mais avant de parler là, du film de 87, puis pourquoi que tout ce qui s'est passé un peu en arrière là, rapidement, je vais juste vous parler un peu là, de juste faire une petite bifurcation là, vers si vous voulez encourager le podcast, là, de vous rendre sur Patreon, faire comme Jérémy Toupin et Olivier Simard ont fait là, pour soutenir le podcast. Eux autres ont accès là, à des podcasts exclusifs là, dont le film là, une couverture complète là, comme que je fais au podcast dans le fond là, de projet là, nouvelle ou dernière chance là, avec Ryan Gosling de la semaine passée, Fiction pulpeuse, la trilogie là, de Retour vers le futur, commentaires audio sur Spaceballs, puis quelques autres là, le démo là, de Jaws, tout ça, puis en tout cas des exclusivités là, en tout cas de toutes sortes d'affaires dans le fond là. Fait que rendez-vous sur Patreon là, c'est juste pour un petit montant par mois quelque part, vous encouragez le podcast. Beaucoup de travail qui est fait pour le podcast, puis dans le fond, ça l'aide aussi à couvrir les frais, puis tout ça, puis etc. Donc, rendez-vous sur Patreon, regardez comment que vous pouvez soutenir le podcast. Fait qu'on revient au film. On a Canon Films qui... j'ai parlé quelques fois au podcast.
Ben, eux autres, toujours en voulant continuer là, leur, je sais pas leur domination, pas du tout, là, mais que je veux dire, sont toujours agressifs, toujours en train là, de lancer plusieurs projets, mais essayent de commencer à vouloir jouer, là, je veux pas dire ça, là, je ne veux pas y rabaisser là-dessus, mais en disant qu'ils veulent essayer de se lancer un petit peu plus là, dans la cour des grands, essayer d'aller chercher des films là, peut-être plus ambitieux, essayer de faire de monter de cran un peu, peut-être plus pour concurrencer là, avec les Paramount, les Warner Brothers. Puis vont tomber sur cette propriété-là. Toutes les autres arrivent et disent bon ben ils voyaient ça encore, ils banalisaient ça là, quelque part. Là. C'est un temps où ce que les compagnies de production arrivent et disent ouais ben ça va vous coûter trop cher tout ça, puis pour qu'est-ce que ça va rapporter, ça vaut pas la peine. Puis, fait que, tu sais, puis quand même, Conan est en arrière, des affaires de même. Là, ça fait quand même plusieurs années avant. Oui, il y avait eu du succès, tout ça, mais, tu sais, on a eu des crawls, on a eu beaucoup là, de films là, qui avaient essayé d'embarquer dans ce genre-là, mais qui n'étaient pas très, très rentables. Tu sais, Sonia Larousse, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est un style, là, le Sword and Sorcery, là, ce genre-là, marchait plus ou moins, puis c'est ça, dans le fond, les gros studios ne vont pas s'en aller là-dedans, mais Canon Films, c'est ça, eux autres, ils vont en profiter de ça, puis ils vont mettre le paquet, dans le fond, là, puis éventuellement, ben, ça va être pas mal, quelque chose qui va aider beaucoup à leur déchéance. Il y avait déjà de la misère un peu financièrement, puis on va en parler de ça pendant tout le podcast, que le film, là, il va manquer d'argent. Il y a des bouts qui vont avoir coupé les coins ronds pas mal. Puis, pour avoir finalement un film qui est présentable, là, parce que on a passé très proche qu'il n'y ait pas de film carrément. Là, fait que. On va avoir tout à travailler là-dessus. Le réalisateur Gary Goddard, qu'il n'y avait rien fait avant, là, je pense qu'il avait fait des vidéoclips, des affaires de même, là, qui va devenir quand même quelque chose, là, qui va faire beaucoup là, de travail là, sur les parcs d'attractions là, de la Universal, je pense, après. Il va avoir travaillé aussi, il y a l'attraction là, de Terminator, c'est lui qui va l'avoir dirigé, Jurassic Park, puis toutes sortes d'affaires, dans le fond, là, qui est quand même intéressant. Pour qu'est-ce qu'il va devenir, mais c'est ça, c'est son premier long métrage, puis ça va paraître pareil, mais c'est ça, fait que on est en train là, de créer quand même un peu aussi là, cet univers-là, tout ça. L'écrivain là, David Odell qui essaie d'adapter ça, mais quelque part se rend compte aussi que si mettons on fait tout le film là, sur Eternia, là, l'univers là, de Masters of the Universe, ben ça va coûter ben trop cher. Puis on lui dit, ben il faut que ça coûte cher, c'est bon, on va mettre de l'argent un peu, mais en même temps, ben il n'y a pas des fonds illimités. Puis, évidemment, ben, c'est ça. On va tout retranscrire, on va essayer de tout adapter le film pour que finalement on se passe sur Terre, puis ça de même. Puis, ce qu'on va parler pendant l'épisode, mais c'est ça. Ça part déjà avec des contraintes. Alors, le synopsis du film va comme suit. Sur Eternia, une planète située dans un univers mélangeant science-fiction et fantasy, le pouvoir est centré autour de Castle Grayskull, une forteresse mystique contenant une énergie presque divine. Depuis des années, le héros He-Man protège cette planète contre Skeletor, un sorcier guerrier obsédé par le contrôle absolu de Grayskull et de son pouvoir. He-Man est en réalité le champion d'Eternia. Un guerrier presque mythologique, reconnu pour sa force surhumaine et son épée magique, la Power Sword. À ses côtés se trouve Teela, une combattante d'élite, et Man at Arms, aussi appelé Duncan. Un inventeur et stratège militaire responsable des armes et de la défense d'Eternia. Ensemble, ils tentent de résister à l'armée de Skeletor composée de soldats masqués et de mercenaires monstrueux comme Beastman, Blade, Sorod et Karg. Lorsque le petit inventeur Gwildor vole la clé cosmique, il
crée la clé cosmique, un appareil capable d'ouvrir des portails entre mondes, Skeletor comprend rapidement qu'il possède enfin l'outil qui lui permettant pourrait lui permettre de prendre le contrôle total de Grayskull. He-Man et ses alliés tentent alors de fuir avec la clé afin d'empêcher Skeletor d'obtenir ce pouvoir absolu. Durant leur fuite, la clé cosmique est accidentellement activée et transporte les héros sur Terre dans une petite ville américaine de la fin des années 80. Dans le chaos, la clé est perdue puis retrouvée par Julie Winston et Kevin Corrigan, deux adolescents qui ignorent complètement l'existence d'Eternia. Kevin, fasciné par les sons produits par l'appareil, active involontairement certaines fonctions de la clé sans comprendre qu'il attire également les forces de Skeletor vers la Terre. He-Man, Teela et Man-at-Arms tentent de récupérer la clé tout en essayant de passer inaperçu dans ce monde complètement étranger au leur. Pendant ce temps, Skeletor envoie des mercenaires sur Terre afin de retrouver la clé avant He-Man. Plusieurs affrontements éclatent alors que les rues des ruelles des bâtiments de la ville. Julie, encore marquée par la mort récente de ses parents, se retrouve malgré elle entraînée dans ce conflit interdimensionnel. Peu à peu, elle développe une relation de confiance avec les héros d'Eternia et comprend que la clé cosmique pourrait être non seulement sauver le monde, un autre monde, mais aussi lui permettre de revoir ses parents une dernière fois. Le détective Lubick, un policier local, enquête lui aussi sur les événements étranges qui secouent la ville. D'abord convaincu qu'il s'agit simplement d'individus déguisés ou de criminels armés, il réalise graduellement que les personnes qu'il poursuit vivent littéralement dans un autre univers. Skeletor finit finalement par récupérer la clé cosmique et retourne sur Eternia afin de lancer son assaut final contre Grayskull. He-Man tente de l'arrêter, mais il est capturé. Skeletor absorbe alors l'énergie mystique du château et devient pratiquement une divinité, prenant le contrôle total d'Eternia. Julie, Kevin, Taylor, Man-at-Arms et Gwildor réussissent à retourner sur Eternia afin de sauver He-Man et empêcher Skeletor de régner définitivement sur l'univers. Après avoir été libéré, He-Man récupère sa Power Sword et affronte Skeletor dans la salle du trône de Grayskull. Le combat détruit une partie du château avant que He-Man ne réussisse finalement à vaincre son ennemi, projetant Skeletor dans les profondeurs du château. Après la bataille, l'équilibre revient sur Eternia. Julie retourne finalement sur Terre avec Kevin, ayant retrouvé une certaine paix intérieure face à la mort de ses parents. Dans une scène finale, Skeletor réapparaît brièvement dans les profondeurs de Grayskull, laissant entendre qu'il va revenir. Fait que, en gros, dans tout ça, c'est juste s'amuser dans la boîte à jouets de Masters of the Universe, version Temu, quelque part, où est-ce qu'on va comme essayer de faire des nouveaux jouets pareils, mais c'est ça, quelque part, on y va avec les ressources qu'on a là, en 1986, là, quand le film a été fait. Mais c'est ça, on essaye là, d'apporter ça, cet univers de jouets-là en live action que, comme j'ai mentionné tantôt, je ne crois pas qu'il avait été fait à l'époque. C'est comme la première fois qu'on fait ça, surtout là, de cette envergure-là, à l'écran. Puis c'est ça que ça va apporter. On a l'inverse, on a souvent là, des films qui sont devenus des jouets, mais des jouets qui deviennent des films en live action. C'est ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais ça va être le fun de voir un peu le côté. Là, j'ai parlé là, de Super Mario Brothers là, de 93. Un peu plus tôt cette année, qui était la première adaptation là, de jeux vidéo. Puis là, c'est assez similaire là, de qu'est-ce qu'on essaie de faire. Puis ça marche-tu, ça marche pas. Là. C'est un peu le même principe, là, mais ça, c'est juste avec des jouets en plastique. Puis essayer de créer cet univers-là. Mais c'est une adaptation à quelque part. Puis essayer de coller ça. C'est pas le premier film qui est fait. Là. Je n'ai comme parlé un peu tantôt là, avec Transformers, puis le film de G.I. Joe. C'était des films qui avaient pu être apportés en format film. Mais là, c'est ça, c'est juste la transformation que dans un comic, ton budget est illimité. Tandis que dans le live action, c'est ça, t'as les acteurs, t'as les acteurs aussi dans l'animé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que tu ailles chercher la présence d'écran, puis je veux dire, il faut que tu construises les sets, tout ça.
Fait que c'est pour apporter ça. On essaie d'apporter un petit peu des morales que les comiques essayaient de faire, là. Puis, en écoutant le commentaire audio, il y a comme genre une lignée qui est lancée à quelque part. Le réalisateur dit vers la toute fin du film, là, de côté, là, de côté unique de chaque personne. Oui, ok, mais tu sais, c'est pas vraiment vendu comme idée là, dans tout le film. Là. Oui, chaque personne est unique, là, oui. Mais tu sais, honnêtement, là, c'est pas vraiment concentré là, sur les personnes où ils ont chacun vraiment leur rôle. Là. C'est vraiment là, le He-Man, là, Musclor et Skeletor. Quelques petits personnages au travers de ça là, pour agrémenter le scénario, mais c'est ça, à quelque part, là, chacun a son parti de puzzle, là, ben, c'est ça, ils ont... c'est pas mal... contrairement à ce que le réalisateur voulait faire, là, c'est pas, ça s'est pas vraiment démontré dans le film. Sinon que la structure là, de l'histoire va être pas mal une histoire là, de poissons en dehors de l'eau. Dans un univers qui n'a pas été vraiment créé, là, je parlais de ça là, avec Star Trek 4 un an ou deux avant ce film-là, que on a comme nos personnages qui avaient été comme construits là, au travers là, d'une série télé dans les années 60, puis depuis Star Wars qu'on avait mis en film, qu'on est habitué un peu à ces personnages-là, puis là, on les met dans une autre situation qui est revenue dans les années 80. Similaire un peu aujourd'hui, mais tout ce qu'on a comme bagage, ben c'est la série animée là, de Filmation, mais en même temps qui est un univers différent de Filmation, fait que je sais pas si ça peut marcher comme idée. By the power of Grayskull, I have the Alors, évidemment, moi, j'ai vu ce film-là, je pense qu'il était à super écran. J'ai vu dans le temps, dans le fond. Là, je l'ai vu quelques fois. On l'avait tapé en VHS. Puis, genre, je l'ai écouté quelques fois. Là, mais, tu sais, c'est pas mal vers les derniers temps où je commençais, là, tranquillement, là, je vieillissais un peu. Puis, ça faisait quelques années là, que mes jouets commençaient à être vieux là-dessus. Puis, j'étais rendu peut-être, là, j'arrivais à 7 ans, là. Peut-être même 8 ans que j'ai vu le film. Fait que, je m'en allais vers d'autres choses. Mais, je regardais le film que j'ai vu il y a peut-être une dizaine d'années. Ça fait quand même un bout où j'avais acheté le Blu-ray que j'ai encore, là, que, évidemment, j'ai écouté pour aujourd'hui. Mais ça doit faire 10 ans. Je l'ai mis une fois que je l'ai acheté. Puis j'avais été comme un petit peu... je veux pas dégoûter, c'est pas ce que je dis, mais j'étais comme déçu un peu. Là, je pensais que c'était un peu mieux que ça. Je dirais qu'avec un autre optique, je dirais que même je l'ai écouté, mais j'étais pas à 100% concentré. De mémoire, là, je me rappelle de l'avoir écouté, puis me dire, j'ai trouvé ça ordinaire, mais en même temps, je me rappelle pas exactement ce que je faisais en même temps. Peut-être que je faisais du travail en même temps ou quelque chose de même, mais que je l'avais écouté à moitié. Puis mon intérêt était pas capable de retourner vers le film quand je l'ai écouté. Là, c'est ce que je m'étais dit. Puis c'est l'idée qui m'a passé là, par ces dernières années là, quand je repensais à ce film-là, que peut-être il faudrait que je me rassise là, pour le réécouter. Puis quelle belle occasion avec le nouveau film. Mais c'est ça, tu sais, fait que comme j'ai parlé aussi, tous les jouets, tout ça, là, en tout cas, c'est valable. Mais je dirais là, qu'entre 90 et l'écoute que j'ai faite il y a à peu près 10 ans, je crois que c'est la seule et unique fois que j'ai écouté le film là, depuis ce temps-là. Fait que je retourne depuis là, je sais pratiquement depuis 90, mais il y a des affaires que j'avais comme un peu oubliées, mais tu sais, comme quand j'écoute la trame sonore, des affaires de même, là, je me rends compte que je me rappelle vraiment beaucoup de toute la trame sonore, puis que si je me rappelle de même, ben c'est parce qu'il y a tous des moments là, que je me rappelle, puis qui m'ont comme vraiment là, imprégné là, dans l'esprit.
Fait que on commence le film sur Eternia sur un beau matte painting là, qui a le Castle Grayskull, le château de Grayskull. Puis, c'est sûr que tout va avoir été réadapté pour une question live action. Aujourd'hui, on va tout le faire à l'ordinateur. J'ai vu d'un peu des images du nouveau film, là, mais j'ai essayé de juste comme voir. On a ça, mais j'ai pas analysé. Je voulais pas. Je vais faire ça là, pour le prochain épisode la semaine prochaine, mais je voulais juste comme pas m'influencer. C'est vraiment comme je sais des affaires, là, je vais parler d'un élément clé tantôt que je sais sur le nouveau film. Puis, mais pour le restant, il y a des affaires que j'ai vues, mais je veux pas analyser. Là, éventuellement, là, je sais que quand je vais arriver au nouveau film, je vais avoir tout monté là, l'épisode, puis je vais avoir pris des extraits là, de la bande-annonce, des affaires de même. Je vais avoir écouté des affaires qui vont me révéler des affaires. Mais à part de ça, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, on est dans un autre temps, on est dans les années 80 où ce qu'on essaie de réadapter les choses. Puis, on voit peut-être aussi là, de ouverture d'univers où ce qu'on va réadapter pour essayer d'apporter ça. On va essayer d'aller chercher aussi là, un âge adulte parce qu'il n'y a pas juste les enfants. Puis, c'est la cour des grands d'un côté. Oui, Canon essaie de faire ça. Mais aussi, on va au cinéma, puis on est rendu à live action, on n'est plus sur le comique. Fait que c'est quelque chose que je comprenais un peu à l'époque, puis c'est quelque chose qu'aussi je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de déception. Il y a des raisons pourquoi que le film, là, ça a été pas mal aussi le clou dans le cercueil. Puis ça va en faire un peu partie, mais pas tant que ça. Je suis capable de comprendre là, que on réadapte, on rapporte ça à. Puis ça c'est version moins là, de 7-8 ans. Là, capable de comprendre qu'on réadapte l'univers pour une autre esthétique. Pareil comme qu'on fait un livre, puis ça fait de même. Là, quelque part, on n'a peut-être pas le même ton, on n'a peut-être pas le même. Quelque chose de visuellement similaire parce qu'on réadapte pour un nouveau média. Puis c'est ça, ça c'était quelque chose que j'étais capable de comprendre à l'époque. On va reparler un petit peu plus tard là, des choix, là, mais c'est ça. Fait qu'on ouvre avec le Castle Grayskull qui est vraiment comme sombre. Puis c'est sûr que c'est un comic qui était très joyeux. Dans le fond, là, qui était très à l'eau de rose, dirigé là, à des enfants là, de moins de 10 ans. Fait que, on peut pas y aller trop sombre, puis il y avait toutes des idées de même, là. Fait que, c'est sûr que je trouvais ça assez dark un peu pour commencer, mais éventuellement on est suivi là, de la musique là, de Bill Conti, puis le générique là, supermanesque. Par la suite, puis avec la musique de Bill Conti qui est très très supermanesque, mais rapidement là, on a comme un narrateur là, qui parle par-dessus, puis qui nous met dans l'univers. Dans toute la narration, puis toute l'introduction, ce qu'on va voir Skeletor arriver, puis toute son équipe, on comprend en gros là, qu'on est dans un autre univers, puis que, je veux dire, c'est ceux-là qui contrôlent le Castle Grayskull, ils contrôlent tout l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le film va pas vraiment expliquer quoi. Là, à la fin, Skeletor va commencer à dire j'ai comme tout le pouvoir de l'univers, des affaires de même, mais je sais pas exactement. J'essaie de regarder ça dans le côté là, détaché, mais en même temps, c'est sûr que quand je regardais ça là, dans le temps, puis c'est pour ça que j'ai fait beaucoup là, de recherches pour embarquer dans le film. J'ai écouté 2 documentaires qui n'étaient pas sur le Blu-ray, là, dans le fond, là, des sorties en guillemets récentes. Il y a un documentaire, c'est Tales of Grayskull ou Making Grayskull. En tout cas, il y a Grayskull dans le nom. Là, j'avais ça là, sur ma télé que j'étais capable d'accéder. Puis il y a un excellent documentaire là. C'est vraiment une série là, vraiment là, le fun à voir. Si vous n'avez pas écouté ça sur Netflix, The Toys That Made Us, c'est une série que j'avais écoutée là, il y a peut-être 2 ans.
sur Netflix. Je les avais tous écoutés. Là, il parle des Ninja Turtles, il parle là, de Barbie, il parle là, de plusieurs franchises de jouets. Que je jouais ou que je ne jouais pas, mais il apporte ça là, dans un côté là, vraiment facile à comprendre, puis vraiment intéressant pour comprendre tout l'univers là, de tels jouets, de Star Wars, des jouets de lutte, puis des affaires de même. En tout cas, il y a plein d'affaires. Je vous suggère fortement de regarder ça sur Netflix, puis j'ai réécouté l'épisode là, sur He-Man, que dans le fond, il complétait quand même l'autre documentaire là, beaucoup plus long, mais qui dans le fond là, qui apportait quelques nuances aussi là, sur certaines affaires. Mais c'est ça, tu sais. The Toys That Made Us, suggestion forte sur Netflix. Mais c'est ça, j'ai écouté ça, puis ça l'aidait beaucoup là, pour comprendre tout l'univers. Puis c'est ça, fait que dans où est-ce que je voulais en venir avec les. C'est mon point de vue à l'époque, je veux dire, c'était comme frais, puis je comprenais tout l'univers, puis j'avais juste ça à penser. Dans le fond, là, c'est les histoires de G.I. Joe, les histoires de Transformers, les histoires là, de. Toutes ces affaires-là, aujourd'hui, je repasse plus à ça du tout. Fait que tout a rembarqué dans cet univers-là, puis comprendre, ben, tu sais, c'est essentiellement le bien contre le mal. Puis, tu sais, c'est vraiment drôle parce que dans toutes les petites BD, je trouve ça le fun. C'est toutes les BD qui vendaient avec les figurines. Ben, ils ont toutes des petites histoires, puis dans le fond, ces petites histoires-là ont aidé à créer là, la série sur Filmation. Il y a des libertés qui ont été prises là, sur Filmation. J'ai écouté le pilote de la série Filmation, juste pour comprendre le ton un peu, puis tout voir comment ils ont viré ça un petit peu plus nono, là, mais c'est correct, ça me dérange pas. Là, c'était comme l'époque, puis dans le fond, là, c'était des jouets pour enfants, fait que il faut que le comic soit capable d'être visé pour eux autres. Là. Mais il y a des affaires que dans le comic est peut-être un petit peu plus. Les comics sont vraiment genre je suis méchant. J'ai mon titre de méchant, tout ça. Skeletor est pas mal là, assez. Je suis le diable ultime, là. Mais je suis méchant, mais finalement je suis pas meurtrier, tout ça. Mais c'est correct, là. Mais c'est ça, fait qu'on a l'introduction là, de Skeletor dans une version là, jouée là, par Frank Langella avec un. Puis souvent, là, ce film-là va nous mettre là, tous les gros plans, là, le monde là, en pleine face, à genre 3 pouces de l'écran là, de la caméra. Puis vraiment, ils n'auront pas peur là, de mettre Skeletor. À 2 pouces dans notre visage pour des fois nous dire un peu où ce que l'histoire s'en va. Il va des fois briser le quatrième mur, comme on dit. Puis c'est correct quelque part, mais je trouve ça drôle. Mais joué par Frank Langella, Frank Langella, que j'ai couvert quelques fois au podcast, là, mais que je pense qu'il y avait eu un Oscar là, rendu là. Mais je suis pas certain, là, mais lui, il va accepter, bien sûr, à cause que ses enfants étaient fans des jouets, tout ça, puis il va embarquer là, dans. C'est souvent ça, hein, l'histoire là, de tout le monde. Comme Bob Hoskins a pris le rôle de Mario parce que ses enfants jouaient à Mario. Puis c'était pas mal la même affaire là, pour Langella. Qui va mettre vraiment. Il va embarquer vraiment dans le personnage. Qui va transformer là, le Skeletor qu'on avait vu au petit écran, puis qui va transformer là, va le rembarquer là, dans un. Vraiment, j'aime beaucoup son interprétation, puis le maquillage aussi, toutes ses prothèses, que c'est vraiment tout au moins il est flexible, il peut bouger. Pour la générale, il est capable de sortir toute l'émotion, que on lui a donné là, vraiment là, de l'espace pour pouvoir faire sa job, dans le fond, d'acter quelque part au travers de ça. Le personnage, lui, avait été créé en jouet, puis l'influence, c'est probablement le méchant ultime pour enfants.
des années 80, honnêtement. Là, c'est comme un bonhomme avec une tête de mort, comme. C'est comme. C'est le méchant ultime, faut s'entendre. Plus gros que Skeletor, que Megatron dans Transformers, puis. C'est certainement plus gros là, que le commandeur Cobra, mais c'est ça, je veux dire, c'est l'emblème, c'est la tête de mort, je veux dire, c'est vraiment un des meilleurs designs qui peut exister. Selon le créateur là, de ce personnage-là, lui, il est allé dans genre une fête foraine, là, étant enfant. Puis pour faire peur aux enfants, ben il y avait vraiment un cadavre à quelque part là, en décomposition, puis qui avait été utilisé. À quelque part, c'est vraiment littéralement, supposément vraiment un cadavre qu'il a vu, fait que ça l'a comme traumatisé, puis dans le fond, ça l'a influencé à faire Skeletor. Lui, alentour de lui, ben il y a Evelyn là, qui est joué là, par Meg Foster, qui est tiré aussi là, carrément là, de la figurine. Qui a pas un gros rôle. Ben, il y en a un, mais juste pour dire un peu l'époque, je lisais toutes les bandes dessinées là, pour apporter les personnages, puis je voyais comme une progression où on a He-Man, puis un tel autre bonhomme. Puis là, tout d'un coup, une autre bande dessinée plus tard, ben, on a un autre personnage qui est intégré, tout ça. Elle vient juste être. C'est parce que c'est vraiment un peu. Je veux pas dire misogyne, là, mais c'est un peu sexiste de l'époque. Je pense qu'on a gardé ça. C'est un univers d'hommes. Puis que, quelque part, ben, on intègre une fille là-dedans. Puis, elle est rajoutée comme régulière, mais elle a pas d'histoire du tout pour l'introduire. Puis, c'est un personnage qui apparaît assez souvent, qui est assez important dans cet univers-là. Puis que là, ben, je veux dire, elle a vraiment sa place là, dans le film aujourd'hui. Meg Foster, là, vraiment, c'est les yeux. J'en ai parlé là, dans They Live. C'est vraiment juste. Je pense qu'il n'y a personne que je peux penser avec des yeux. C'est sûr qu'aujourd'hui, on arrive puis on va ajuster ça à l'informatique, tout ça. Là, mais à l'époque, sans verre de contact, je veux dire, c'est vraiment son regard. Puis qui fait que ce personnage-là a sa distinction. Mais ça reste, dans le fond, le bras droit là, à Skeletor. Puis là, c'est ça. Lui, il a pris le contrôle d'Eternia. Il a pris le contrôle là, du château là, Grayskull. Puis on a la sorceresse qui est la reine, dans le fond, là, du royaume. Qui a été mis de côté, qui est comme emprisonné là, dans un sortilège. Puis là, on a un charabia de genre... jusqu'à temps que la nouvelle lune apparaisse, ben, dans le fond, je vais te drainer ton énergie, puis je vais prendre le contrôle du château. C'est pas très très clair, mais on peut comprendre qu'elle est là, puis que jusqu'à la fin du film, pour X raison, ben, on va. Elle va être mourante, puis là, il a pris le contrôle de tout. Eternia, mais c'est ça, je veux te dire, ça s'appelle Maître de l'univers. Puis, je peux comprendre par la suite que puis quelque chose que je me rappelais pas de l'époque, il y a plein d'enfants que je me rappelais pas, là. Fait que, on joue pas vraiment dans les univers, quelque part. Pourquoi il s'appelle Maître de l'univers? C'est vraiment un peu nébuleux. En écoutant She-Ra, le film là, qui a lancé l'autre série, ben, il joue un petit peu dans des univers parallèles, des affaires de même. Fait que je me dis, bon, ok, c'est pour ça, là, mais c'est quoi? C'est-tu des dieux? Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut se dire, là, mais en même temps, c'est quoi le lien avec la Terre ou n'importe quel autre univers, une autre planète, des affaires de même, là, bon. C'est plus des titres qui embarquent, là, puis rien d'autre, honnêtement. Là, je vois pas de lien, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec le nouveau film. C'est ça qui m'attire vers le nouveau film, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puis avoir pensé sur ces jouets-là pendant 45 ans, de pouvoir avoir travaillé toute cette idée-là, puis plusieurs séries que j'ai pas vues, des affaires de même là, qui d'embarquer là, dans ces choses-là, qu'on va pouvoir
apporter dans le nouveau film, puis dire que, tu sais, bon, ben, qu'il y a un sens, puis avoir une harmonisation de tout, là. Vas-tu l'avoir, vas-tu pas l'avoir? Ça va être une autre affaire. Mais c'est ça, fait que si mettons Skeletor étant peut-être là, le machin ultime de comics des années 80, ben on a peut-être un des personnages vilains du live action qui va le contrer dans le fond là, le personnage de Ivan Drago là, qui était joué là, par Dolph Lundgren dans Rocky IV. Ben, c'est lui qui va être choisi là, carrément en sortant là, de Rocky IV. On l'a signé pour faire Musclor ou He-Man, qui avait encore besoin là, un peu de travail côté acteur. Honnêtement, tu sais, physiquement, il est parfait pour le rôle. Côté acteur, pas trop sûr, honnêtement. Il est bien entouré là, avec John Cypher, que j'ai pas vu dans quelque chose d'autre vraiment. Là, genre joué dans beaucoup de téléséries, des affaires de même. Là. Chelsea Field, qui fait le personnage de Teela, qui était carrément autre chose là, dans la série. Là. Mais eux autres, c'est comme des mercenaires ou des soldats, tout simplement. Teela n'était pas une soldate dans les BD. C'était. Je sais pas. C'était la gardienne du château, je pense. Là. Mais c'est ça, je veux dire, on a un peu tout retravaillé ça. On a gardé l'idée là, que c'est père-fille, mais dans le fond, c'est sa fille adoptive. Là. Mais on va pas sur ce terrain-là. Puis c'est correct, là, quelque part. C'est plus l'idée de garder le nom, là, mais le personnage n'a aucun rapport avec les BD ou ce qui est arrivé avant. Là. Mais c'est ça, honnêtement, c'est comme c'est correct qu'on a un trio, puis c'est ça, on va pas aller chercher trop le côté acteur parce que Dolph Lundgren n'est pas capable, là. Honnêtement, là, il est là pour faire les gros bras, ok. T'es bien entouré avec la musique. À chaque fois que t'apparais, là, Bill Conti, là, il va blaster là, carrément là, la musique triomphante. Ça va. On a éventuellement là, ils vont sauver un personnage là, Gwildor, qui est une création pour le film. Puis on avait un peu un équivalent là, Orko, qui est un genre de magicien là, dans l'univers là, des BD. Puis ça, c'était déjà un genre de drapeau rouge un peu tout de suite en partant à l'époque. Que il est où Orko? Je veux dire, il fait partie là, de cet univers-là. Comme que He-Man avait son tigre avec lui. Qui c'est comme ça fait partie là, puis je comprends qu'il pouvait pas avoir un tigre de tout le temps, mais il aurait dû avoir juste une mention, quelque chose de même là, je comprends qu'il peut pas arriver puis dire c'est Cringer, je pense qu'il s'appelle. Je comprends qu'il pouvait pas arriver et dire Cringer s'est fait tuer dans la bataille, quelque chose de même là. Tu peux pas faire ça là, surtout pas avec des enfants, des affaires de même. Tu dis il s'est fait tuer là. C'est comme on aurait déjà été en deuil là, on n'avait pas besoin d'un autre Optimus Prime 2 ans plus tard là. Fait que c'est correct qu'ils l'ont pas mis peut-être là. Orko, c'est sûr que là bon. On va défendre l'idée que lui, il volait, il n'y avait pas de pattes, des affaires de même. C'était pas nécessaire. Je pense qu'on aurait pu avoir justement Orko pareil, puis qu'il y ait des pattes qui est adapté un petit peu. On aurait dit il est pas à 100% fidèle, mais on a Teela à côté qui est pas fidèle. Fait que moi, je pense que c'est une erreur de créer un nouveau personnage. Dans cette idée-là, il fallait quand même garder certains aspects. Le core, quelque part, puis c'est ce que je pensais à l'époque, puis c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Tu gardes le core, surtout que t'es sur Eternia, ok? Là, éventuellement, ils vont partir vers la Terre. Parenthèse, grosse erreur, mais ferme parenthèse. On peut garder qu'est-ce qu'on a dans l'univers normal, puis éventuellement, on va aller sur Terre, puis là, tu amènes des nouveaux personnages. Je trouve que ça aurait été la meilleure manière. Puis,
mon moi de 8 ans, c'est ce qu'il pensait, là, tu sais. Fait que, rendu là, c'est assez évident, mais bon, ok, je vais donner sur le fait que peut-être c'est la première adaptation live action, peut-être. OK, mais j'ai bien de la misère avec cette idée-là qu'on avait des affaires qui, tu sais, pour X raisons, on dit, bof, ouais, on peut pas parce que telle affaire, tout ça, mais tu sais, on a tout changé bien de la base là, pour le restant de l'univers. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu. C'est de la négligence, tu sais. Fait que là-dedans, ben, lui, le personnage là, de Gwildor, là, qui est joué là, par Billy Barty, que j'ai parlé probablement là, directement ou indirectement là, dans Willow. Évidemment, là, c'est une petite personne, mais lui, il a créé une clé. Puis que Skeletor a aussi une clé. Fait que aussitôt qu'elle part, ben, ça l'attire le regard de Skeletor, puis ses radars, puis ça fait de même. Fait qu'il. Dans le fond, c'est juste pour une fusillade, puis c'est dépêché là, d'aller sur Terre. On force ça. Il va nous montrer ça, la clé, tout ça. Côté visuel, côté production, je retourne en arrière puis je regarde ça dans les yeux de 2026. Mais à l'époque, c'était comme pris pour acquis, des affaires de même. Je vois beaucoup peut-être là, dans le 90 ou quand on a reparlé de ces films-là, qu'on a regardé ça de haut, mais moi je regarde honnêtement la production pour le temps. L'argent est à l'écran. Honnêtement, là, pour qu'est-ce qu'on voit visuellement, j'ai vraiment pas de problème avec le visuel. Puis même, je suis quand même assez étonné qu'on est allé chercher ça. On a un budget là, d'environ 20 millions là, qu'on a fait le film. Puis, j'étais genre 10 millions qu'on faisait un film en général là, à cette époque-là. Puis, ça paraît, on a mis le cash, honnêtement, là, pour voir tout le visuel. On a travaillé fort pareil, puis éventuellement, ils s'en vont sur Terre, des affaires de même pour justement couper un peu sur le budget. Mais visuellement, tous les effets pour le film sont pas mal assez réussis. C'est sûr qu'on va arriver aujourd'hui, on va arriver avec le CGI, puis on va se plaindre pareil. On va arriver, puis on va dire, ben là, ça paraît que c'est du CGI. Ben, puis des fois qu'on arrive, puis ça paraît que c'était quelque chose à animé ou quelque chose de même, tout ça. Mais pour la générale, je trouve qu'on a réussi quand même pas mal là, tout le côté visuel, effets spéciaux là, dans le film. Fait que nos personnages vont se ramasser sur dans le château de Grayskull. Le château de Grayskull, dans le fond, c'est un gros set au complet qui a été construit. Il a été construit pour peut-être plus que qu'est-ce qu'ils vont avoir le temps de filmer. Là. Genre, il est sur plusieurs niveaux, mais finalement, ils n'ont pas réussi à finir de filmer. Là. On va revenir tantôt là, à la fin du film, mais il y a juste comme un allée, tout ça. Puis on le voit que c'est vraiment filmé. Il y a des parties qui ont un matte painting, des affaires de même, là, pour pouvoir là, voir le haut du château, des affaires de même. Ça, c'est des choses qui ont le haut de la salle, là, ils n'ont pas construit jusqu'au plafond, mais pour quand même la grosseur de la salle, avec tout comme le chemin pour se rendre au trône, puis des affaires de même, on voit vraiment que c'est large, tout ça, c'est un immense set. C'est vraiment impressionnant, pareil, qu'on regarde ça, mais il y a des trous qui remplissent avec des matte painting, puis ça paraît un peu, on le voit là, sur le Blu-ray, là, je voyais absolument rien là, sur ma cassette VHS, honnêtement, là. Mais c'est ça, aujourd'hui, on a accès au HD, tout ça, puis on a le 4K, puis je pense qu'il y a le 8K qui s'en vient, ou qui est déjà là, en tout cas, peu importe. Fait que le visuel, j'ai aucun problème. Là, c'est ça. On a nos personnages qui se rencontrent, puis éventuellement, ils vont ouvrir un portail, puis qui vont se ramasser là, ailleurs. Parler rapide là, de la musique là, de Bill Conti, qui, c'est ça, lui a refait pas mal là, la musique triomphante, là, très supermanesque, très. La Canon avait ramassé aussi Superman 4 à l'époque. J'en ai parlé au podcast. Je n'étais pas super contre ce film-là, là, mais je ne l'ai pas revisité depuis ce temps-là. Peut-être qu'il y a le côté nostalgie là, sur Superman 4, mais bon, en tout cas, c'est ce que c'est aussi. Là, très cheap, quand même, c'est barre.
probablement que je le referai aujourd'hui, puis je parlerai peut-être plus en négatif côté visuel. Mais je pense que c'était un rehaussement sur le 3e film, là. Mais bon, ça, c'est un autre. C'est un autre podcast que j'ai déjà couvert tout court. Sinon, pour Bill Conti, qui lui avait fait la musique de Rocky, que j'ai couvert aussi, Karate Kid, que j'ai pas couvert, mais bien reconnu pareil. Elle est correcte. Honnêtement, là, elle est juste correcte comme trame sonore. Je veux pas. Il y a des fois que je reviens, tout ça, puis des fois, on peut arriver aujourd'hui se plaindre de parler, là, de dire qu'il n'y a plus de mélodie comme qui est fort là, dans le film aujourd'hui. Quand même. Dans l'univers du film, on a la musique de Bill Conti carrément, là, sa mélodie, c'est quand même assez drôle quand on regarde ça. Mais la trame sonore est correcte et fonctionnelle, vraiment pas au calibre de Karate Kid et surtout pas le même calibre que Rocky, là, qui est une des meilleures trames sonores, tant qu'à moi, là. Mais c'est ça, tu sais, est fonctionnel, je veux dire, le thème triomphant, tout ça, mais je sens que ça a été pitché. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a dit, on va l'embaucher, on a toutes 2 semaines pour faire ta trame sonore. Puis c'est ça, tu sais. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons moments dans la trame sonore, que c'est horrible, mais je veux dire, c'est un peu réchauffé là, du côté là, c'est comme Bill Conti réinterprète Superman. Puis tu sais, Conti aussi, il fait une de mes meilleures trames sonores là, de James Bond aussi, là, que même j'ai réussi à me trouver là, le vinyle là, il y a quelques mois de ça, The For Your Eyes Only là, de 1981, là, qui est vraiment une trame sonore que j'adore, là, mais c'est un peu... ça sonne un peu Rocky, mais en étant James Bond, là. Mais c'est ça. Sa trame est correcte aujourd'hui. Gwildor, we must get back to Eternia. So if you're through clearing your gill slits, maybe you can tell us where we are? We could be anywhere. Any planet in the galaxy. Any planet in 1,000 galaxies. I had no time to nominalize my coordinates. Fait que le film arrive avec son plus gros WTF de l'époque, envoyer nos personnages sur Terre. Je me rappelle à l'époque, j'étais là comme, qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas tout à fait là. Je veux dire, au travers de des voitures, on a nos barbares, on a nos personnages qu'on aime, tout ça. Puis là, tout d'un coup, on se ramasse sur Terre. Logique à quelque part que, peut-être que, je sais pas, c'est mon père qui m'a dit ça, je sais pas trop là. Bon, il faut adapter ça pour un côté live action, puis peut-être qu'il voulait juste comme un peu m'atténuer un peu là-dessus, mais quelque chose que juste comme je comprends pas. Puis c'est pas qu'il avait pas raison d'un côté, c'est ce côté là, de qu'est-ce qu'on avait à l'époque, mais je veux dire, comme Crawl que j'ai parlé au podcast, réussissait à avoir un univers de fantastique, tout ça. Il y en a plusieurs. J'avais quand même embarqué là, dans plusieurs affaires. Là. À l'époque, là, on avait les labyrinthes avec David Bowie, on avait Neverending Story, Beastmaster. Lui, j'ai pas vu. Il faudrait que je l'écoute, lui. Honnêtement, là, je sais que c'est comme un genre là, de. C'est un film du temps, là, mais on avait les. Film que j'étais vraiment fan à l'époque, là, le film de Hercule là, avec Lou Ferrigno, c'était en tout cas c'était quelque chose qui aurait pu bien fitter avec le film d'aujourd'hui. Puis en même temps, je comprends qu'il voulait pas refaire la même affaire là, à quelque part on s'aurait dit bon ben c'est Hercule de Lou Ferrigno, puis avec juste d'autres figurines, c'est parce qu'il y avait genre plein d'autres figurines, des affaires dans le même, là, c'était pas des figurines, là, mais c'était comme toute l'idée de Hercule, mais avec des genres de choses robotiques, des affaires dans le même, là, ça fit très bien, là, avoir eu plus de temps, j'aurais couvert les 2 films là, de Hercule dans une comme un podcast bonus. Là. Peut-être qu'éventuellement je vais revenir. Là. Je serais pas surpris que si mettons le film est un succès, on va avoir une suite. Donc pourquoi que j'ai couvert, je me suis intéressé pareil à She-Ra, des affaires de même,
que je me dis, on va pouvoir apporter là, agrandir ça, tout ça, puis je serais pas surpris là, que She-Ra fasse caméo, quelque chose de même, là, tout cet univers-là. Là. Mais bon, en tout cas, je vais remarquer dans le film, on s'en va sur Terre. C'est comme. C'était le plus gros chose qui va endommager le film. Il y a des affaires, ok, c'est beau, j'ai acheté Dolph Lundgren, à l'époque je l'achetais. C'est ça que je pense qu'il est important, c'est qu'à l'époque on l'achetait, aujourd'hui on regarde ça avec des yeux un petit peu plus vieux, puis on se dit ouf, il y a un petit peu de misère. Je suis pas sûr, j'ai pas vu souvent dans les comics He-Man avec un fusil puis son épée de l'autre main. Là, je sais qu'à l'époque ça m'avait dérangé. Où ce que normalement il y a toujours une épée dans les mains, puis si maintenant il y a quelque chose qui marche pas, il va, c'est point. Mais bon, ok, c'est correct, je vais laisser ça aller, là. C'est comme il essaie d'adapter, puis que ça ait plus de sens. Mais l'autre côté, on avait Star Wars, on avait Luke Skywalker, qu'il touche jamais un blaster là, dans le retour du Jedi. Puis c'est ça, tu sais, un peu juste dans le côté là, de quand on avait vu des choses, ça se fait pareil, que tu sais, lui, il y a l'épée, puis tu sais, le Man at Arms à côté, qu'on lui a donné un nom, là, Duncan, que je pense qu'il n'y avait pas de nom, là, tu sais, juste la figurine, elle s'appelait Man at Arms, puis ça a toujours été ça. J'ai eu la misère un petit peu à l'époque, je me rappelle, puis je comprends aujourd'hui pourquoi. Là, c'est le côté en français, en anglais. J'écoutais-tu les Maîtres de l'univers en français ou en anglais? Je m'en rappelle pas, honnêtement. Là, c'était en quel langage? Mais tu sais, je jouais, mettons, mon cousin avait les jouets là, qui habitaient 2-3 rues à côté de moi. Puis tu sais, on avait beaucoup là, de jouets ensemble. Puis ça soit là, les G.I. Joe aussi, les Transformers, les affaires de même, là, on pouvait rejouer là, des grosses batailles là, épiques. Je sais que j'avais la grosse, le château Grayskull, j'avais ça, j'avais lui, je pense qu'il y avait la base de Skeletor, je pense, là, avec le serpent, tout ça, je pense, peut-être que c'était moi qui l'avais, là, honnêtement, là, c'est trop flou. Tu sais, des He-Man, je pense que j'avais le jouet Skeletor aussi. Peut-être que lui avait He-Man, moi j'avais Skeletor, quelque chose de même, mais on pouvait jouer, compléter là, nos sets. Souvent c'était beaucoup de ça, là, j'avais des G.I. Joe, puis lui il avait une autre partie, tout ça, puis on mettait tout ça, puis on faisait des grosses batailles épiques. Là, c'était vraiment quelque chose. Mais tu sais, il y a toutes sortes de personnages qui avaient été créés, que finalement on n'a pas ça, mais en échange, en plus, on s'en va sur Terre. Tu sais, c'est vraiment là, décevant qu'on regarde ça. Puis je regarde ça juste dans le côté de recherche pour le podcast, qu'il y a plein de choses, de figurines qui avaient été introduites. De toutes sortes de mécanismes dedans. Il y en a un que son visage il peut changer avec une roulette. C'était moi ou mon cousin qui l'avait. Là. Je me rappelle avoir joué avec, mais c'est ça, il y a comme 3 visages. Il n'y a absolument rien de tout ça aujourd'hui. Peut-être, on se dit, bon, peut-être que dans une suite, quelque chose de même. Là, mais c'est une question là, d'adaptation, puis c'est une question là, de budget. Là. Mais c'est ça, tu sais, il y en a un qui s'appelait Triclops avec 3 yeux, tu sais, c'est comme des idées de fou, là, mais qu'on n'a absolument rien rapporté, là. Là-dedans, éventuellement, on va voir les mercenaires là, qui vont être à la poursuite là, de nos héros. Puis aucun. Ben, tu sais, il y en a un qui s'appelle Beastman, là, qui est un genre là, de. Je sais pas, là, un genre de Bigfoot là, qu'on a adapté, là, mais tu sais, même là, il est quasiment fidèle, là, mais tu sais, en BD, là, il est plus nono, là, il est plus créature, là. Qui est comme juste intermêlé là, avec Blade, qui est un genre là, de soldat là, à l'épée, tout ça, tu sais, qui est dans le fond, qui va se battre là, contre He-Man un peu plus loin, puis c'est correct à quelque part. On a Karg qu'on avait vu un peu plus tôt dans le film, là, qui est un genre là, de général là, ou capitaine
qui envoie les soldats. Là. Les soldats, je les aime bien, puis il me semble que souvent, je reviens à ça là, au podcast là, avec des Stormtroopers d'une autre couleur. Là, ben, sur le Patreon, là, j'ai parlé de Spaceballs. Mais il me semble qu'il y a un autre cas là, que j'ai parlé d'autres de Stormtroopers. Là. Mais c'est bon. Peut-être que les Stormtroopers paraissent un peu mieux dans ce cas-là, mais ça fait des Stormtroopers noirs, puis généralement ça va bien pareil sur le noir là-dessus, là, mais on a Karg, puis on a Sorod, que lui, bon, la même année on avait Predator, mais il me faisait penser beaucoup à Predator rendu là, je pense que j'ai vu les deux un peu en même temps. Il y a comme un casque qui est un peu dans la forme là, de Predator, un peu, si vous le voyez un peu, forcé un peu, là. Mais sinon, il est plus reptilien un peu. Puis vraiment, c'est comme son introduction est vraiment, je trouve vraiment hot et impressionnante. On va y montrer, puis on va voir comme dans sa gorge qu'il respire, puis il y a comme une bulle d'air. Là. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est vraiment comme réussi comme effet là, visuel. Mais c'est ça, tous ces jouets-là, c'est ça, on a réussi à créer. Il y en a une couple là-dedans qui ont été recréés en jouets plus tard, là, mais finalement, tout l'univers de Maître de l'Univers a crashé là, suite au film. Mais c'est ça, eux autres vont t'envoyer là, pour retrouver la clé, qu'elle a été perdue, là, la clé cosmique. C'est ça, avec ça, là, ça joue une mélodie, puis ça. Qui font que. Tu sais, le visuel est quand même pas pire. Je trouve que la clé, vraiment, là, j'aime beaucoup le design de la clé, puis tu sais qu'on veut utiliser ça pour voyager là, entre univers. Je veux dire, j'aime bien ça, pareil comme idée. T'sais, on n'a pas besoin d'une DeLorean ou quelque chose de même là, pour voyager. Il y a beaucoup d'affaires qui vont me faire rappeler là, Back to the Future là, dans le film d'aujourd'hui. Là. On a le James Tolkien là, qui joue le directeur là, Strickland là-dedans. Qui va apparaître un peu plus loin, mais même avant que lui arrive, il y a plusieurs affaires qui me faisaient penser à Back to the Future. Mais c'est ça, il arrive sur Terre, puis c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage là, de Julie et de Kevin, qui est un couple qui sont sur le point de se quitter parce que elle, ses parents sont décédés là, dans un crash d'avion. On ne sait pas exactement comment que son crash d'avion est arrivé, là, mais qu'elle est sans responsable de ça parce que sont pas allés à telle activité. Puis en tout cas, je me pose bien des questions. Lui, je pense que d'après moi, son père avait un petit avion là. Il était pilote d'avion. Puis qu'il y avait un avion personnel, quelque chose de même, puis que finalement, il y a eu un crash. En tout cas, je suppose que c'est un avion privé, puis que s'ils n'ont pas décidé comme un après-midi de même, ben, on prend un avion, puis on s'en va... on s'en va se promener, là. Puis, en tout cas, fait que c'est juste comme un peu la dynamique. Tu sais, si, mettons, l'avion était défectueuse, ben, à la toute fin, ils vont pas avoir réussi à réparer ça. Mais bon... C'est une autre affaire qu'on va reparler tantôt. Elle, son personnage, joué par Courtney Cox, que bien sûr, j'ai parlé Courtney Cox plusieurs fois au podcast, que j'espère que je vais arrêter d'en parler là, dans des films futurs là, pour la franchise Scream. Mais là, bof, elle est correcte là, dans le film d'aujourd'hui, elle me dérange pas. Son personnage est peut-être plus aimable que dans toute la franchise Scream au complet, tout additionné, dans tous les peut-être meilleurs moments de Scream. En tout cas, c'est aujourd'hui, ben, c'est sensiblement son premier rôle majeur au cinéma. Là. C'est pas la première fois là, qu'il était devant la caméra, mais comme en guillemets tête d'affiche, ça serait son premier rôle. Est joint par Robert Duncan McNeil, que lui, des années plus tard, il va jouer là, dans les 7 saisons là, de Star Trek Voyager, que honnêtement je n'avais pas reconnu. Là. Ben, il y a un look différent, il a les cheveux plus longs dans le film aujourd'hui, puis il avait les cheveux assez courts dans Star Trek Voyager. Je me suis jamais rendu compte. Là, après, ça a été après Voyager que
que je comprenne que c'était le même personnage, mais honnêtement, j'en avais rien à foutre rendu là. Genre, quand j'ai écouté Voyager, on était rendu en 2010 à peu près, là, que je l'ai terminé. Fait que, tu sais, parler d'un film là, il y a 20 ans, là, je savais, bon, ok, c'est beau, il jouait dans Masters of the Universe, c'est bien correct. Ils font le couple correct, là, mais c'est ça, eux autres vont se séparer parce qu'elle veut avoir une nouvelle vie. Elle va embarquer là, dans un avion. Je sais pas, tu veux-tu vraiment rembarquer dans un avion après que tes parents se sont morts là-dedans? Je sais pas, c'est l'ironie, ou si c'est peut-être qu'un autobus qu'elle veut prendre un peu plus tard là, dans la journée, là, mais en tout cas, ils vont se séparer à partir de là. Elle va recommencer une nouvelle vie, puis tout ça, puis ok, là, c'est la maison n'a pas de l'air vide la suite de ça, ou elle va juste en voyage pour quelques mois, j'ai aucune idée, là. Mais c'est ça. Fait qu'eux autres, ils vont tomber sur la clé, puis dans le fond, ils vont partir avec. Ça fait juste comme pas de sens où ce que lui, Gwildor, il avait comme lancé, puis c'est ce que j'ai pu comprendre quelque part, que c'est son grappin à lui. En tout cas, tout le monde a un grappin dans cette histoire-là. Moi je pense que c'est He-Man peut-être là, qui avait lancé le grappin, mais en tout cas ça fait juste comme pas de sens. Il passe là, dans le portail, puis il y a comme un grappin qui va chercher la clé, mais la clé finalement elle se ramasse pas avec eux autres là, je veux dire, il ramasse le grappin, mais au pire, même si ça l'a lâché, ben ça devrait pas être trop loin de là. Bon, ok, tout le monde reste alentour de cette petite ville-là américaine. Là. Mais c'est ça, ils sont alentour là, du restaurant là, Robbie's Ribs and Chicken, qui est un restaurant fictif. Mais je me dis, on en met tellement d'emphase sur ce restaurant-là, je me suis dit, ben, ça devait être une promotion, quelque chose de même. Aujourd'hui, c'est sûr que ça serait une chaîne quelque part, puis on ferait de la promotion, puis on utiliserait cet argent-là là, pour le budget. Ça a l'air que Canon n'était pas à l'affût de ça. Ben, c'est parce que c'est comme il essaie de nous le vendre vraiment là. Éventuellement Gwildor essaie là, il y a comme un couple qui va acheter un baril là, de côte là, qu'est-ce qu'ils vendent là, puis finalement ils vont laisser ça sur le bancaire, puis lui il va comme voler là, le baril. Ça fait penser un peu c'est un PFK là, dans le fond là, mais il va voler ça, puis finalement il va manger ça, mais c'est comme il y a comme un commentaire là-dessus sur comme bon ben il mange des animaux, des affaires de même. Peut-être une thématique que c'est pas bon manger là, de la viande, quelque chose de même là, en tout cas. Ça a l'air quasiment bon pareil qu'est-ce qu'il mange là, mais c'est dégoûtant parce que Gwildor lui va arriver puis va manger ça, il va avoir plein de sauce, il va boire la sauce directement là, carrément dégueulasse, mais bon tu sais, puis il va partager avec notre duo là, de père et fille là, de Man at Arms ou Duncan et sa fille Tila, mais c'est ça, tu sais. Honnêtement, Tila, elle a un genre là, de tempérament où il y a aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, là, elle va pogner les nerfs. Puis lui, Duncan, ben, c'est plus un peu le sage vieux combattant, là. Mais, tu sais, sont là comme support. Même Gwildor, tu sais, tout son maquillage est quand même réussi, là. Monsieur en arrière, là, il y a genre une 60aine d'années, là, il nous a quittés là, peut-être à peu près 10 ans là, après la fin là, de la sortie là, du film là, vers 2000 à peu près. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui se passe. Il y a tout un peu de péripéties. Là, éventuellement, là, notre petit couple, eux autres, ils vont. L'intrigue, c'est quoi? Dans le fond, la clé, il va apporter ça là, à un de ses chums, là, que lui a un pawn shop, puis qui vend. Ou c'est un magasin de musique. Puis, c'est ça, ils vont pas réussir à trouver c'est quoi. Pendant ce temps-là, elle, Julie, elle est restée à l'école. Parce que là, tu sais, c'est comme leur dernière journée ensemble, mais lui, je comprends que la clé est intrigante à quelque part, puis il pèse sur un bouton, puis il y a comme une lumière là, qui sort de
de nulle part, tout ça, tu sais, ça fait quelque chose d'intriguant, mais l'autre côté, c'est comme sa dernière journée avec elle, puis bon, ben, regarde, reste ici, moi je vais aller voir c'est quoi là, cette clé-là, je vais aller demander à une de mes amies des affaires de même. Pendant ce temps-là, elle va être attaquée là, par tous nos mercenaires. Puis elle, finalement, ben, elle va croiser le chemin là, de He-Man à quelque part. Je sais pas si je dois dire He-Man ou Musclor, là, en tout cas. Ou Dolph, ou Monsieur, I must break you. Je sais pas quoi je dois dire, là, mais en tout cas, elle va croiser He-Man. Sont à côté de, je sais pas, un genre là, d'entrepôts là, qui que, ils vont se battre au travers de des boîtes là. En tout cas, je pense que Blade va se battre là, contre He-Man à ce point-là, puis pour une raison quelconque là, Duncan et Teela vont les retrouver, puis Gwildor éventuellement il va avoir trouvé une Cadillac qui va avoir reformaté en genre là, de DeLorean là, avec en tout cas tout full équipé là. Il a le temps de faire ça, lui, tu sais, je veux dire, comme tout rééquiper la Cadillac là, pour qu'elle puisse avoir. C'est correct, ils se disent peut-être qu'éventuellement ils vont pouvoir vendre un jouet là, de la Cadillac. Puis c'est correct que chaque propriété là, des 80 avait comme leur véhicule emblématique. Que ce soit là, la Ecto 1 là, de Ghostbusters, que ce soit bien sûr la DeLorean. Je veux dire, c'est correct. Ils sont pas capables d'essayer de faire tout le Battle Ram là, de Masters of the Universe. Ils sont pas capables le attaque, je pense, Attack Act ou quelque chose de même. Là, un autre gros jouet là, qu'il y avait. Là. Fait que, tu sais, il faut qu'il en crée quelque chose de même. On voit quand même Skeletor et son armée éventuellement qui arrivent sur Terre puis qui ont comme construit un genre de gros vaisseau, mais c'est comme je sais pas, c'est une plateforme volante là, en bout de ligne, puis qu'il y a juste le trône à Skeletor qui l'ont tout construit, tout ça, pis c'est correct. Là. Je veux dire, j'aime bien là qu'ils vont s'en servir une coupe de place, ils vont comme le soulever là, sur le bord d'une bâtisse, des affaires de même. Là, tous ces plans-là là, sont vraiment là, assez bien. Je pense que c'était la première journée à Frank Langella, le fait là, qu'il est levé sur le bord de la bâtisse, puis que lui va retrouver. Notre duo père-fille, là, il va être trouvé sur le toit là, d'une bâtisse pendant que éventuellement là, He-Man, lui, il est en train là, il est sur un hoverboard en train là, d'esquiver là, des soldats là, de Skeletor. Mais en tout cas, je vois un petit peu là, dans le désordre là, dans tout cet acte-là. Mais en bout de ligne, c'est comme on est en train là, d'essayer là, d'avoir la clé, puis dans le fond, on perd la clé, puis là, c'est Skeletor qui l'a, puis c'est He-Man qui l'a, puis en tout cas, on joue un peu partout. Dans tout ça, ben, on a l'introduction aussi là, du policier là, de Lubick. Qui est joué par James Tolkan, qui nous a quittés il y a genre 2 mois de ça. Là, c'est vraiment plate, là, mais je pense qu'il est quand même assez âgé. Là. Que lui avait joué, là, il faisait le directeur là, dans Retour vers le futur, puis je n'ai parlé aussi là, dans Top Gun. Là. Je pense que c'est ses 2 plus gros rôles. Je sais pas si on en a besoin. Honnêtement, il me dérange pas. C'est pas parce qu'il vient de décéder. Là. Je veux dire. Je dirais que c'est un atout au film. Je l'aime mieux que notre duo couple, honnêtement. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait dû quasiment faire le Man at Arms. Je pense qu'il aurait peut-être mieux embarqué. Sinon, il y a peut-être un antagoniste du côté de Skeletor. Mais je trouve qu'il y a peut-être trop de nouveaux personnages dans le film aujourd'hui. Je pense qu'on essaie de construire un univers puis essayer de nous faire rire, des affaires de même. OK. Mais ce personnage-là est non nécessaire. Sinon, que ça aurait dû peut-être être, je sais pas, le père de Kevin, là, peut-être bien. En tout cas, quelque chose de même, là, qui soit embarqué là, dans ce sens-là,
Il essaie d'embarquer la police, mais il fait comme un gros bras, quelque chose de même, là. Je sais pas, ça aurait pu être le père de Julie, puis que finalement c'est juste sa mère qui est morte, quelque chose de même, là. Je comme couper un peu les personnages, là, tant qu'à moi. C'est sûr que ça devient un petit peu un teen movie, là, dans cette histoire de fond-là, qui devient trop central au film, puis que tous les personnages, les jouets qu'on veut voir, ben, ils prennent le banc arrière, ce qui est un gros problème sur le film. Mais tu sais, éventuellement, ben c'est ça, He-Man reprend le contrôle, on a les overboard, des affaires de même, une poursuite là-dessus, mais bon, c'est comme c'est ce que c'est. On prend des plans là, de Dolph Lundgren qui est attaché en arrière là, d'un camion quelque part, puis on prend des plans, tout ça. Un peu intéressant, mais toujours dans le visage des acteurs. Tu sais, vraiment, là, je sais pas si c'est le côté là, vidéoclip, quelque chose de même, là. Il manque des plans un peu éloignés de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe comme action. On peut le comprendre, là, mais quand on a des plans trop éloignés, c'est sûr que ça paraît que c'est comme des images surimposées, des affaires de même, là, mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment, là. Ça a toujours été ça l'est encore, même des fois avec le CGI, on réussit un peu moins bien les effets. Puis tu sais ce que c'est, quelque part. Mais éventuellement, ben, c'est ça. On a tous nos personnages. Il y a Skeletor, un bout qui est pas bien content, qui va tuer un des mercenaires juste pour le plaisir de le faire. Je pense que c'était le personnage que j'aimais le plus, que je trouvais le plus cool, justement, je pense à cause là, de sa gorge là, qui je sais pas, il y a comme une bulle dedans, là, tout ça, comme je l'expliquais tantôt. Là, je pense que c'était le personnage que je trouvais le plus cool là-dedans. Puis qui va tuer là, juste parce que Skeletor, il faut qu'il soit machin, puis que il est capable de juste comme montrer là, son autorité. Mais éventuellement, il va prendre en otage tout le restant des personnages du côté des bons, nos héros. Puis il va prendre entendre avec He-Man. Il va dire: si tu te rends, ben je vais garder la vie sauve à tous les autres personnages. Puis c'est ça, à quelque part, il est vraiment là le grand Skeletor, super machin, ultime. Ben c'est correct, j'ai pris entente. On va te prendre comme otage, He-Man. Puis tu sais, Man at Arms que tu as tué tous certains soldats, puis ta fille aussi, puis Gwildor, que à cause de tout ça, ben tu sais, j'ai des troubles un peu, puis faut partir un peu. Comme, ok, on va te laisser sur terre, puis on va juste vous écœurer. Peut-être tu le fais aussi que ils vont voir ou ils vont se demander qu'est-ce qui se passe avec Eternia, mais justement, t'es ramènes. Tu sais, une fois qu'ils ont ramassé He-Man, qu'ils ont mis les menottes, ben c'est là que t'es ramènes, là. Puis que tu démontres que t'es tellement méchant parce que tu leur as menti, pis t'es rendu un menteur, là, tu sais. C'est comme... Je comprends pas exactement pourquoi qu'on va partir avec l'idée là, qu'ils vont juste se le prendre comme otage, là. Même He-Man, à la fin, il va dire: ouais, mais t'as promis là, de pas lui faire du mal, mais c'est parce qu'en même temps, ils sont comme en train d'attaquer le château, là. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi, là, mais bon. Fait que nos héros restent sur Terre. Puis He-Man il devient prisonnier là, de Skeletor. Puis il retourne à Eternia. I give you a choice. Return with me to Eternia as my slave and save their despicable lives, or perish with them on this primitive and tasteless planet. Surrender your sword. He-Man, no! Teela, I have no choice. This is our fight. I don't want innocent people to die. Well said, He-Man. Fait que, à part He-Man, là, tous les héros qui sont restés sur Terre, ben, tu sais, Gwildor, il réussit à trouver tout à patenter, là. C'est genre, il demande 2 babelles, plus un clavier, dans le fond, pour pouvoir recréer la clé, puis c'est comme, ok, c'est n'importe quoi, quelque part. C'est correct, je veux dire, je pense que je me posais vraiment pas... Ben, non, à 8 ans, je pense que je me posais la question, genre, c'était si simple que ça.
mais c'est de la technologie éternienne. Je me dis, bon, ok, c'est beau, je vais acheter ça pour ça, puis je pense que j'ai toujours acheté ça de même, là. Puis finalement, ben, tu sais, il va avoir besoin d'un clavier pour faire la mélodie, que selon les tons, puis les notes, ça fait que avec ça, ben, ça dirige exactement que il se transporte là, à Eternia. Puis là-dedans, ben c'est ça, tu sais, on a le Lubick que lui va se mêler à ça, puis il va se ramasser avec eux autres là, sur Eternia, ou à Eternia plutôt, là. Tu sais, j'aime quand même l'idée qu'ils sont sur le gros set qu'on a vu au début, mais il y a comme un coin de la bâtisse qui est là, avec la moitié de la Cadillac. C'est si on en regarde bien. C'est sûr que la Star, on a encore, comme je l'ai dit tantôt, on a accès au HD et des affaires de même. C'est sûr que au cinéma, on voyait aussi probablement que il reste un petit pied sur le bord de la Cadillac, tout ça. J'imagine qu'on le voyait là, au cinéma, mais encore une fois, sur VHS, on le voyait pas. Mais j'ai toujours aimé ça, à quelque part, qui ont comme juste recréé le coin de la bâtisse, puis c'est dans le fond qui est comme pas rapport là, du tout là, dans la salle du trône là, du château là, de Grayskull. Pendant ce temps-là, c'est ça, He-Man, lui, il était sous torture là, de Blade, que lui, l'acteur qui fait Blade, je crois que il est devenu cascadeur, puis c'est lui qui était un peu le chef là, des cascades là, dans le film d'aujourd'hui, puis je pense qu'il va Anthony DeLongis, je pense qu'il va être mêlé là, à Indiana Jones avec le fouet et les affaires de même là. En tout cas, je pense qu'il y a un rapport avec ça, mais c'est ça. Le Skeletor, lui, il va avoir baigné là, dans le pouvoir de Grayskull. On a rajouté l'élément là, du grand œil, que ça fait qu'une fois que il y a eu là, l'épée, là, le Power Sword dans le fond. Ben c'est ça. Skeletor a accès à tout le pouvoir de l'univers, mais bon, je trouve que le Power Sword, c'est comme un gros élément de les débuts là, de He-Man en BD, puis dans les comics. Mais ça, c'est comme à la fin du film, on arrive tout d'un coup, le Power Sword, c'est ok, ça vient de où? Tu sais, He-Man, pendant le film, il se combat, puis il commence à lancer l'épée un peu partout, puis tu sais, c'est comme, ok, t'as pas peur que quelqu'un la prenne, puis que finalement, ben, tu sais, il parte avec. Tu sais, il faut qu'elle reste dans tes mains tout le temps, là, tu sais, ou dans son étui, dans ton dos, quelque chose de même. T'as comme pas le choix, là. Tu sais, c'est comme, c'est le pouvoir est là-dedans, là, tu sais, je comprends juste pas, là. Mais bon, à la toute fin, ils ont récupéré, parce que le scénario a dit qu'ils devaient la récupérer à la fin, là, pas pendant le film. Fait que avec ça l'a libéré, ça l'a donné comme la clé d'entrée pour que Skeletor, lui, devienne Skeletor, peut-être. Là. Il est comme tout doré. Là. Bon, le côté costume, bon, je l'aime bien. Sauf que là, s'il y a comme un casque sur un casque, quelque chose en même, là, je trouve que c'est moins réussi dans le côté, là, l'esthétique, le bas de bouche là, de Skeletor. Peut-être que ça aurait dû être carrément juste Frank Langella, puis pas de maquillage là, dans le bas, parce que c'est comme si on a gardé encore le bas du masque de Skeletor, mais vraiment la bouche, elle bouge plus, là, tu sais. Ça bouge en arrière, puis c'est un petit peu mal réussi pour cette partie-là. Comme tout le gros côté là, qui a de l'air gigantesque, des affaires dans même, là, j'ai pas de problème. Comme j'ai dit, le côté production, le côté là, de le art design, tout ça, les costumes, tout ça, j'ai absolument rien à dire. Je trouve qu'on a bien réussi là, toute la globalité là, des choses. C'est ça. Je pense que c'est un des effets que j'ai moins aimé là, dans tout ça là, pour le costume là, de Skeletor doré.
Mais bon, c'est juste pour montrer qu'il y a eu tout le pouvoir. Puis là, ben, la fusillade elle commence. Puis il y a tous les clichés, le 80 embarquent un peu légèrement, mais finalement, c'est tronqué. Parce que là, le film, côté production, on manque d'argent, puis on fait comme, bon, ben, tu sais, ça coupe ici, ça finit là. C'est comme ça. C'est comme. Vraiment abruptement, là. On voit nos héros qui sont arrivés de la Terre, puis ils vont se battre là, contre les Stormtroopers, ok, mais finalement, ben, He-Man réussit à se libérer, puis il va ramasser, il va aller rechercher le Power Sword, puis la débarquer là, dans quoi qui était là, dans la porte d'entrée, quelque chose de même à l'univers. Puis c'est le moment emblématique. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais trouvé ça comme genre, ben on a ça juste à la fin. Puis tu sais, dans chaque comic, on l'a genre aux 5 minutes, là, quelque part, où ce qui va lever son glaive vers le ciel, puis il va dire que j'ai le pouvoir, ou par le pouvoir de Grayskull, tu sais, puis I have the power, là, j'ai le pouvoir. Puis tu sais, c'est quelque chose qui apparaissait souvent dans la série, puis là, ben c'est ça, c'est juste à la toute fin, puis je trouve que ça va bien. Point de vue narratif, ça, je trouve que à tort, dans le temps, ça me gossait, mais c'est parce que, je veux dire, en écoutant là, la première là, de la série, c'est comme à toutes les 5 minutes, là, c'est comme t'as tout le temps la tune thème qui joue à l'arrière-plan, t'entends He-Man à peu près à toutes les 4 secondes, là. C'était interminable, là, mais bon. Mais là, on l'a comme payoff à la toute fin. Je trouve que c'est bien placé. C'est comme là, on l'a 2 fois de suite en dedans de 10 minutes. Là. C'est peut-être trop rendu là. Peut-être qu'on aurait dû l'avoir vraiment peut-être au début ou juste avoir un semblant, quelque chose de même. Mais je trouve que ça va en payoff. Puis c'est bien correct. On a le duel que c'est ça. Canon appelle la production, il dit ouais, mais là, tu sais, on ferme. c'est tout. On n'a plus d'argent. Ça finit là. Fait que le réalisateur avait à peu près une journée pour clôturer le film. Il va avoir filmé la bataille entre He-Man puis Skeletor. Tu sais, c'est pas Star Wars, il n'y a pas plusieurs niveaux, puis c'est juste comme les deux acteurs sont en train là, de juste se combattre, puis finalement, ben, on coupe la production. Sont revenus, tu sais. La production était tellement dernière minute qu'en bout de ligne, c'est beau, ils se sont battus, puis ça finit là, puis toute la finale que Skeletor va tomber là, à la Dick Jones là, dans Robocop, ou en tout cas, le vilain qui tombe dans le vide là. C'est ça, cette séquence-là était pas montée. Puis on avait la séquence après, on avait la séquence avant, mais Skeletor devenait juste comme le combat finissait, puis c'est tout. Là, t'sais. Fait qu'on est revenu genre 2 mois plus tard pour le filmer là, en train de tomber là, dans la crevasse ou dans le trou, en tout cas. Mais c'est ça. C'est comme il a fallu qu'il revienne pour ça. Sinon, on n'avait pas de film. Là. C'est comme ça finissait. Skeletor est comme arrêté, puis ça finit là. Fait que ils ont filmé ça à peu près 2 mois plus tard. Puis peut-être, on regarde là le Die Hard, ce que le machin tombe du trou. On a l'Empereur à la fin de Retour du Jedi. On a Dick Jones là, la même année là, dans Robocop. Tortue Ninja 3 quelques années plus tard. Que je veux dire, le machin qui tombe à sa perte. On a vu ça souvent. Il y a eu plusieurs exemples que j'ai probablement pas nommés ou que je pense pas en ce moment plutôt. C'est probablement un des meilleurs effets de avec Skeletor qui tombe là, à sa perte. Réussi là, éventuellement l'année prochaine on va parler de Dick Jones, comment c'est horrible quand il tombe la bâtisse là, de OCP à la fin. Spoiler pour un film là, de 39 ans, désolé. Mais c'est ça, fait que c'est il va tomber à sa perte, tout ça, puis ça va finir là, on va penser que Skeletor est mort. Pendant plusieurs mois, j'ai pensé qu'il était mort après avoir vu le film, là, quand éventuellement
Ben, on l'avait sur VHS, puis je sais pas, je voulais écouter le film après ou quelque chose de même, ou je rembobinais ou quelque chose de même. Puis là, tout d'un coup, je vois, voyons, j'ai-tu mal compris ou pas? On dirait qu'il y a une autre image qui est apparue par la suite. On est habitué aujourd'hui avec la MCU de regarder tout le temps à la fin, après le générique, tout ça. Mais il y a Skeletor qui est pas mort à la toute fin du film, puis qui va nous sortir une ligne rendu célèbre par Arnold là, dans Terminator 84, I'll be back, puis c'est tout, là. Mais, les premières fois que j'ai vu le film, c'était, je veux dire, Skeletor meurt à la fin du film. Puis finalement, ben, c'est ça. Quelques mois plus tard, je me rends compte que cette scène-là était à la toute fin. Fait qu'en tout cas, nos personnages vont se dire au revoir, tout ça. Puis ça va finir assez abruptement. Là, mais tu sais, c'est comme le Conan le Destructeur, où on a une scène dans le trône. Puis tu sais, merci pour tes pour ton aide. On se revoit à la prochaine aventure. Tu sais, scène la scène du trône là, à la fin là, de Star Wars 77. C'est toute la scène habituelle à la fin là, de ce genre de film-là. Puis c'est correct, à quelque part. On est en train de juste comme clôturer les personnages. Mais c'est pas nécessairement un film de He-Man, c'est un film avec nos personnages terriens. On va avoir un lien avec nos personnages. C'est ce qu'on se dit. Puis des fois, je vois du monde qui arrive et disent qu'il faut que l'histoire se passe sur Terre pour comprendre un peu le lien avec... comprendre un peu leur point de vue. Quelque chose que j'ai pas toujours adhéré, puis j'ai rarement adhéré, honnêtement, c'est comme, donne-moi une histoire, je vais embarquer avec les personnages que tu me donnes, pas nécessairement à cause qu'il y a un lien avec la Terre ou quelque chose de même, là, quand on est dans un monde interdimensionnel, des affaires de même, là, je suis capable d'embarquer, puis c'est ces personnages-là que tu veux que j'embarque avec. Fait que, c'est pas les autres quand même que ça soit relié avec ici ou pas, je m'en fous, c'est donne-moi une histoire cohérente. Puis là, ben, c'est ça. Oui, on va finir avec He-Man en face du château là, de Grayskull. OK, c'est l'image iconique. OK, c'est correct sur cette idée-là, mais c'est l'histoire de les maîtres de l'univers ou plus précisément de He-Man qui a comme tout commencé ça. Mais on va finir avec l'histoire de Julie, qu'elle revient dans le temps un peu. En tout cas, ils nous font un petit genre de suspense ou pas, que honnêtement, j'avais pas catché quand j'étais jeune. Je pense que je l'ai catché à mon écoute là en ce moment. Qu'en bout de ligne, ils sont en train de passer le portail, puis elle dit t'es un peu. Essaie de nous faire revenir dans le temps un peu, puis finalement, ben, oui, il va les avoir. Gildor avec la clé cosmique, il va les avoir renvoyés, là, je sais pas moi, c'est 6 mois en arrière, 1 an en arrière. Sur les pierres tombales, c'est marqué 86, puis on est en 87. Fait que ça doit faire quelque chose comme au moins 6 mois, mettons, là, sont en été. C'est ce que j'imagine, mais quand on voit qu'ils sont en été aussi, fait que c'est peut-être 1 an en arrière, fait que tout ce qu'il a vécu depuis ce temps-là, ça vaut rien. Même Kevin, lui, je veux dire, dans sa famille, peut-être qu'il devait avoir connu sa famille entre-temps, tout ça. On va pas y penser, honnêtement, là, je veux dire, toute sa vie, elle va avoir été détruite, là, dans le fond, là, dans la dernière année, pour que, dans le fond, ça l'empêche là, que ses parents partent en avion, puis que finalement, ils crashent, tout ça, mais bon, faut croire que c'était pas la cause dans tout ça, c'était pas l'avion. Mais qu'il va falloir en bout de ligne, s'ils vont prendre l'avion, ben il n'y aura pas de crash, quelque chose en même. Là. Sinon, ben ce qu'on va savoir au début là, de Maître de l'Univers 2, ben c'est que Julie est morte avec ses parents dans l'avion parce que c'était un bris mécanique, quelque chose en même qui a fait crasher l'avion. On va pas penser à ça, on va juste penser avec l'idée là, qu'on va ouvrir l'idée que tout va bien à Eternia, puis que peut-être qu'éventuellement Skeletor va revenir parce que la post-générique va dire ça. Puis c'est ça, le film finit là.
Alors, en conclusion, d'un côté, je peux pas endosser ce film-là. Il est moins pire que je pensais. Comme j'ai dit, je n'étais pas à 100% attentif la dernière fois que je l'ai vu, mais j'avais comme pas l'intérêt vraiment de le réécouter finalement. J'ai acheté le film pour quelque chose, finalement, bof, ça n'a pas regardé mon intérêt vraiment là, pour pouvoir continuer là-dedans. Mais il est pas si pire que ça. Sur IMDb, là, il est à 5.4, puis c'est quand même pas si pire. Mais ça vaut pas bien plus que ça. Je veux dire, c'est l'équivalent d'un jaune. C'est pas un rouge là, que ce que je pensais que c'était peut-être là, quand j'ai commencé là, quand je me raligné pour le faire, le film. Où est-ce qu'on va s'en aller là, la semaine prochaine avec ça, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils vont faire la grande erreur de retourner sur Terre aussi. Mais je sais qu'avec un nouveau film, on va peut-être avoir un peu de justement d'embarquer le côté 3-dimensionnel, puis de côté de maître de l'univers. On fait, c'est dans l'univers tout ça. Là, on verra bien pour ça. Mais ça a été mon premier turn-off sur quand j'ai vu le cinéma, la bande-annonce, j'ai fait comme, ils vont vraiment encore dans cette direction-là. En tout cas, on va en parler la semaine prochaine, mais j'étais vraiment surpris qu'on décide de retourner avec un élément terrestre, là, mais bon. En tout cas, moi je finis sur un jaune sur le film aujourd'hui. Vraiment, les jouets sont où? C'est vraiment ça le problème. Oui, bien sûr, on va sur la Terre. Puis c'est sûr que ça sent comme les contraintes, des affaires de même. Je trouve que il y avait des places là, pour le gros set à la fin, oui, t'as la grosse fusillade, mais il y avait de la place là, pour essayer là, de jouer avec ça. Mais bon, on a un réalisateur qui est pas très très expérimenté. Peut-être que justement pour aller jouer dans la cour des grands, Canon aurait dû embaucher un réalisateur qui était capable de jouer avec ça, de cet univers-là. Ben, pas nécessairement l'univers, mais de jouer dans un grand film, tout ça. Puis là, on a pris le premier film là, du réalisateur. Fait que c'était peut-être pas la meilleure idée là-dedans, là. Fait que, puis même, le scénario, il introduit mal un peu tous les personnages. Même, en ayant lu en arrière, puis tout ça, j'essaie de suivre un peu la logique du film. Puis, mettons que je me mets là, dans. Bon, je peux pas dire mes parents parce que, je veux dire, probablement que je lui cassais les oreilles avec tout cet univers-là déjà à l'époque. Fait que, il était probablement un peu au courant de tout cet univers-là déjà. Mais, quelqu'un qui sait pas quoi écouter cette fin de semaine-là, puis qui arrive en été 87, là, ou je sais pas quand est-ce qu'il est sorti là, dans cette année-là, mais il arrive, il dit, bon, ben, on va écouter ça, Maître de l'univers, je peux-tu comprendre quelque chose là-dedans? J'ai l'impression que oui, il peut comprendre un peu la lignée générale, mais comprendre le film tout d'un coup à la toute fin. OK, c'est quoi ce Power Sword tout d'un coup? OK, c'était important cette épée-là. OK, ça vient de nulle part un peu. Mais c'est ça. Fait que, un jaune, vraiment standard. J'ai moins de. Je veux pas dire de haine envers le film, là, mais il y a des bonnes choses. Frank Langella, bien choisi pour faire Skeletor. C'est sûr, il est sous beaucoup de maquillage, mais de toutes ces. La manière qu'il va apporter ses lignes, tout ça, je pense que c'est le meilleur point du film, mais sauf que tout alentour. Ah oui, Evelyn. Alentour, je veux dire, juste son look à elle, je veux dire, ça fait un très bon duo. Puis la production, c'est vraiment comme toutes des choses qui sont merveilleuses pour le film aujourd'hui, mais tout ce qui est en fait d'idées dans le film vont saboter le film largement. Là. Fait que c'est ça, je me tiens sur mon jaune. On avait quand même, avec bien sûr la séquence là, de Skeletor qui dit qu'il va revenir. Ça donnait un peu des spéculations là, de ce qu'il va avoir un deuxième film. Moi, j'ai pensé là, pendant plusieurs années qu'il allait avoir un deuxième film. On avait commencé à travailler sur un deuxième film, ce qui est devenu le film que j'ai déjà parlé au podcast, qui est un de mes films cultes, le film de Cyborg, qui va s'annoncer à être le dernier film de la canon
film de cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Fait que vous pouvez retourner dans les archives du podcast, là, vraiment, là, je pense en 2020, là, que je l'ai couvert, si c'est pas en 2019. C'est vraiment dans les débuts du podcast. Fait que c'est ce qui est devenu, dans le fond, les plateaux de tournage qu'on avait commencé à travailler dessus pour faire Maître de l'Univers 2, mais tu sais, c'est aussi, il travaillait sur Spider-Man en même temps. En tout cas, il y a comme tout un peu un intermédiaire là-dedans. Puis c'est devenu le film de Cyborg, mais tu sais, c'est ça. On avait, il y a des affaires qu'on avait commencé à travailler dessus, mais c'est ça. Tu sais, la canon s'est mise à s'effondrer comme tout avec le film qui n'a pas rapporté d'argent. Qui en a perdu, puis c'est ça, je veux dire, c'était en chute libre, là, cette franchise-là. Vraiment, tu regardes ça dans toute la montée, puis la déchéance, tu sais, parti en feu, là, quelque part, ça a brûlé carrément, là. C'est vraiment triste, à quelque part. C'est vraiment une des franchises emblématiques des 80, mais qui, avant la fin de la décennie, là, c'était comme terminé, mais ça va, je pense, avec l'idée là, de qu'est-ce qui n'avait pas encore cerné comment construire les franchises. Puis ça va prendre quand même un bon temps. Puis je pense que c'est quand même un peu dans les 10-15 dernières années qu'on a commencé à comprendre comment faire des franchises sur le long terme. Parce qu'à quelque part, toutes les franchises en général, c'est juste comme générationnel souvent, tu sais, comme moi j'ai grandi avec les 3 franchises comme j'ai parlé, mais la génération qui a suivi après moi, là, les 4-5 ans plus tard, tu sais, ils écoutaient pas G.I. Joe, ils écoutaient pas les Transformers, ils écoutaient pas là, les Maîtres de l'Univers, ils écoutaient d'autres choses. C'est comme tout le temps générationnel. On a les Tortues Ninja début 90, mais après ça, on a Power Rangers qui a ramassé carrément les Tortues Ninja. Puis c'est comme ça, quelque part. Là, on est revenu avec d'autres Tortues Ninja, des affaires de même, mais on a commencé à cerner un peu comment pouvoir de comme un peu relier là, les générations des affaires de même aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était comme, ça c'est de la génération avant, il faut avoir une nouvelle idée pour la nouvelle génération des affaires de même. Là, fait que c'était quelque chose qu'on réussit à maîtriser un petit peu plus aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que dans Ghostbusters 2, on arrive avec l'idée que les Ghostbusters à la retraite au tout début du film sont là en train là, de faire des fêtes d'enfants, tout ça. Puis les enfants arrivent à dire que au lieu d'avoir les Ghostbusters, c'est He-Man qui veulent. Même en 89, il était trop tard pour les Ghostbusters. Fait que c'était juste un peu l'ironie des choses, mais il fallait que j'en parle. C'est comme je me suis dit, même en 89, on voulait plus rien savoir là, de cette franchise-là, ce qui est vraiment désolant plutôt. Mais c'est ça, c'était quelque chose qui était vraiment marquant pour les 80, mais c'est ça, c'était pas mal fini là, avant qu'on arrive en 90. Fait que suite à ça, c'est ça. On va avoir essayé là, de faire quelques relancements là, pour Masters of the Universe, mais c'est ça. C'est ce qu'on va parler là, pas mal au prochain épisode là, dans cette franchise-là. Mais entre-temps, ça va être pas mal ça là, pour aujourd'hui. Fait que c'est tout pour aujourd'hui là, sur le film d'aujourd'hui. Plus tard cette semaine, on va parler là, de WandaVision, le lancement de la phase 4 qui est tout nouveau pour moi dans tout ce qu'on va faire là, Marvel là, dans les prochains mois. C'est généralement là, tout du nouveau stock. Fait que ça commence dès ce jeudi. WandaVision. Pour ceux-là qui sont sur le Patreon, vous avez accès à un épisode là, par semaine sur le MCU pour le temps qu'on se rende à Spider-Man. Ça va être à partir de la semaine prochaine, ça va être Falcon and Winter Soldier, puis tout ça. Sur le fil régulier, c'est ça. Ça va être aux 2 semaines, dans le fond. Puis on va avoir terminé toute la franchise là, une fois qu'on va se ramasser là, à Secret Wars l'année prochaine. Là, mais c'est ça. Dans le fond, c'est plus pour
pour ceux qui encouragent le podcast, là, c'est pas une question de snobisme, ça fait de même, là, mais vous allez avoir tous des accès là, anticipés là, pour pouvoir vous rendre au moins à Spider-Man cet été, que dans le fond vous allez avoir la rétrospective jusqu'à Spider-Man No Way Home, puis avoir mes pensées jusqu'à là, puis avec le nouveau film là, pouvoir avoir une continuité. Et sinon, puis en même temps, vous allez avoir accès aussi là, aux nouveaux, tous les bonus, dans le fond, là. J'essaie de faire, ce qui est mandaté, dans le fond, avec le Patreon, c'est un épisode par mois, mais j'essaie de le faire quand même à toutes les 2 semaines, de faire un épisode bonus là, sur le Patreon. J'essaie de voir avec les trous aussi. Mais, éventuellement, je promets pas qu'il va y avoir tout le temps 2 à 3 là, épisodes bonus là, sur le Patreon par mois, mais pour l'instant ça va bien. J'essaie là, de lancer plein feu là, le Patreon, puis ça a l'air à marcher bien de mon côté pour vous embarquer là, le maximum là, de côté là, de votre investissement là, pour le podcast et montrer là, votre support là. Fait que faites un tour sur Patreon là. Mais c'est ça, fait que c'est pas que je leur parlais du Patreon là, mais c'est juste ça là, pour vous embarquer avec l'idée là, du MCU là, prochainement. La semaine prochaine, on va parler bien sûr aussi là, du nouveau film là, de Masters of the Universe que j'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir avec tout. Je pensais pas réussir à m'investir autant sur le film d'aujourd'hui, puis d'avoir écouté tout ce que j'ai pu. Là, j'ai vraiment hâte quand même de voir cette nouvelle adaptation. De voir qu'est-ce qu'ils ont pris dans l'univers, puis comment ils vont l'avoir réadapté. Je suis certain qu'il va avoir embarqué là, quelques éléments des séries récentes, des affaires de même. Je vais parler un peu là, de qu'est-ce que j'ai écouté. Ça se peut que j'essaie là, d'écouter quand même un peu. Là, il y avait une nouvelle série Netflix que j'avais commencé. Que j'avais écouté le premier épisode, puis que j'ai comme fermé tout de suite après le premier épisode. Je me suis dit, OK, c'est beau, c'est pas pour moi. Mais je vais quand même essayer là, de faire un revisionnement, là, au moins du premier épisode, pour voir un peu la nouvelle approche, la nouvelle sur plus le moderne. Voir qu'est-ce qu'on va apporter, parce que je suis certain qu'on ne sera pas juste basé sur la franchise des 80. Je pense qu'on va avoir apporté là, tout le nouveau bagage quand même qu'il va avoir apporté. Essayer de faire un côté hybride là, de tout l'univers qui a été élaboré là, entre-temps. Fait que je vais m'informer là-dessus là, pour avoir une couverture complète là, au prochain épisode. Entre-temps, bien sûr, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon et TikTok. Et laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous en pensez aussi là, du casting là, de Dolph Lundgren. Est-ce qu'il y avait un meilleur choix? Je pense que le meilleur choix était déjà passé, je n'ai pas parlé, mais le choix était ultimement Arnold Schwarzenegger, mais avec Radissonia, je pense que ça démontrait que s'il était passé à quelque chose d'autre, puis dans le fond, ça aurait été comme un peu trop similaire, là, fait que avoir choisi Dolph Lundgren, laissez vos commentaires là-dessus. Est-ce que c'était le bon choix pareil? Mais sinon, d'ici le prochain épisode, prenez votre téléphone et pointez-le vers le ciel et criez « J'ai le pouvoir! » After all this time, Grayskull is ours. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. I dare anything! I am Skeletor! Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify.
si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et Saw, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. Everything changed since you left. Vous souhaitez encourager le podcast, que ce soit par un don unique ou une contribution mensuelle, rendez-vous sur le Patreon de Premier Visionnement pour découvrir les différentes options. Découvrir un film de votre choix, accéder à du contenu exclusif et profiter d'autres avantages. Le podcast a besoin de vous pour continuer d'exister. We won't leave without you, sorceress. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. I know most of you don't remember me. Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. Turn.